Shirley de Charlotte Brontë. Partie 2, chapitre 11. Écrit dans la salle d'études. Les doutes de Louis Moore touchant l'évacuation immédiate de Fieldhead par M. Simpson étaient parfaitement fondés. Le lendemain même de la grande querelle à propos de Sir Philip Nunneley, une sorte de réconciliation eut lieu entre l'oncle et la nièce. Shirley, qui n'avait jamais pu être ou même paraître inhospitalière, excepté une seule fois envers M. Downe, pria toute la famille de rester encore quelque temps. Elle y mit tant d'insistance qu'il était évident qu'elle agissait pour quelque raison. Elle fut prise au mot, et vraiment, l'oncle ne pouvait se décider à la laisser sans surveillance, en pleine liberté d'épouser Robert Moore le jour où ce gentleman serait en état de renouveler ses prétentions à sa main, jour que M. Simpson désirait pieusement ne voir jamais venir. La famille entière resta. Dans son premier accès de rage contre la maison Moore, M. Simpson s'était conduit de telle sorte envers Louis que ce gentleman, patient pour le labeur et la souffrance, mais qui ne pouvait supporter l'insolence grossière, avait aussitôt résigné son poste et n'avait voulu consentir à le reprendre que jusqu'au moment où la famille quitterait le Yorkshire. Les instances de mistress Simpson et l'attachement qu'il avait pour son élève contribuèrent sans doute à cette concession, mais il avait un autre motif plus fort que cela. Probablement, il eût trouvé très dur de quitter Fieldhead. Les choses allèrent assez bien pendant quelque temps. La santé de Miss Kildare était rétablie, sa gaieté avait repris son cours, Moore avait trouvé le moyen de la débarrasser de toutes ses appréhensions. Et vraiment, depuis l'instant où elle lui avait donné sa confiance, toute ses terreurs semblaient avoir pris des ailes. Son cœur devint aussi joyeux, son caractère aussi insouciant que ceux d'un petit enfant, qui, ne songeant ni à la vie ni à la mort, laisse à ses parents toute la responsabilité de son existence. Moore et William Farren, par l'intermédiaire duquel il avait pris ses informations sur l'état de Phoebe, s'accordèrent à affirmer que la chienne n'avait point la rage. C'étaient seulement les mauvais traitements qui lui avaient fait fuir la maison, car il fut prouvé que son maître avait l'habitude de la corriger violemment. Leur assertion était ou n'était pas vraie. Le groom et le piqueur affirmaient le contraire, disant que, si ce n'était là un cas d'hydrophobie, cette maladie n'existait pas. Mais Moore prêta à ces dires une oreille incrédule. Il ne rapporta à Shirley que ce qui était rassurant. Elle le crut, et à tort ou à raison, il est certain que dans ce cas, la morsure fut innocente. Novembre passa. Décembre vint. Les Simpson allaient réellement partir. Il était nécessaire qu'ils fussent chez eux à Noël. Leurs bagages étaient préparés, et ils allaient prendre congé dans quelques jours. Un soir d'hiver, pendant la dernière semaine de leur séjour, Louis Moore reprit encore une fois son petit livre et s'entretint avec lui de la manière suivante. Elle est plus aimable que jamais. Depuis que ce petit nuage a été dissipé, toute consomption temporaire, toute langueur ont disparu. C'était merveilleux de voir avec quelle rapidité elle reprenait son élasticité et refleurissait sous la magique énergie de la jeunesse. Après déjeuner, hier matin, lorsque je l'eus vue, écoutée, et si je puis parler ainsi, senti, dans chaque atome sensitif de mon être, je passais de sa brillante présence dans la froide salle d'études. Je pris un petit volume doré sur tranche qui se trouva être un choix de poésie. J'en lus un poème ou deux. Le charme était-il en moi ou dans les vers? Je ne sais. Mais mon cœur se remplit d'une douce chaleur. Mon pouls battait plus fort. Je brûlais, malgré l'air glacé. Moi aussi, je suis encore jeune. Quoiqu'elle ne m'ait jamais considéré comme un jeune homme, je n'ai que 30 ans. Il y a des moments où, pour aucune autre raison que ma propre jeunesse, la vie se montre à moi sous de douces couleurs. Il était temps d'aller à la salle d'études. J'y allais. Cette chambre est fort gaie le matin. Le soleil brille alors à travers la fenêtre basse. Les livres sont en ordre. Il n'y a pas de papier épars de côté et d'autre. Le feu est clair et propre. Aucun charbon tombé. Aucune accumulation de cendres. Je trouvai là Henri, et il avait amené avec lui Miss Kildare. Ils étaient l'un auprès de l'autre. J'ai dit qu'elle était plus aimable que jamais. C'est vrai.
Une belle couleur rose, peu foncée mais délicate, anime ses joues. Son œil, toujours profond, clair et expressif, a un langage que je ne puis rendre. C'est un langage que l'on ne peut entendre, mais que l'on voit, à l'aide duquel les anges doivent avoir communiqué entre eux lorsque le silence régnait dans le ciel. Ses cheveux ont toujours été sombres comme la nuit, fins comme la soie. Son cou a toujours été beau, flexible et uni. Mais tous deux ont maintenant un nouveau charme. Ses tresses sont moelleuses comme l'ombre, les épaules sur lesquelles elles tombent ont une grâce divine. Autrefois, je voyais sa beauté. Maintenant, je la sens. Henri répétait sa leçon à elle avant de me l'apporter. Une de ses mains était occupée avec le livre, il tenait l'autre. Ce garçon obtient plus que sa part de privilèges. Il ose caresser et reçoit les caresses. Quelle indulgence! Quelle compassion elle montre pour lui, beaucoup trop. Si cela continuait, Henri, dans quelques années, quand son âme serait formée, l'offrirait sur son autel comme j'ai offert la mienne. Je vis ses paupières s'agiter lorsque j'entrai, mais elle n'a pas levé les yeux. À présent, elle me donne rarement un regard. Elle semble devenir silencieuse aussi. Elle me parle rarement, et lorsque je suis présent, elle parle peu aux autres. Dans mes sombres moments, j'attribue ce changement à l'indifférence, à l'aversion. À quoi ne l'attribuais-je pas? Dans mes rares éclairs de joie, je lui donne une autre signification. Je me dis, si j'étais son égal, je pourrais trouver dans cette froideur de la réserve, et dans cette réserve de l'amour. Dans ma situation, oserais-je chercher en elle ce sentiment? Et qu'en pourrais-je faire si je l'y trouvais? Hier matin, j'osais enfin avoir une heure d'entretien avec elle. Je ne me contentais pas de désirer. Je voulus une entrevue. J'osais ordonner à la solitude de nous protéger. Avec beaucoup de décision, je montrai la porte à Henri. Sans hésitation, je lui dis « Allez où vous voudrez, mon garçon, mais jusqu'à ce que je vous appelle, ne revenez pas ici. » Henri, je pus le voir, n'était pas content de son renvoi. Ce garçon est jeune, mais c'est un penseur. Son œil méditatif brille sur moi quelquefois d'une manière étrange. Il sent à moitié ce qui m'attache à Shirley. Il devine qu'il y a un délice plus grand dans la réserve avec laquelle je suis traitée que dans toutes les caresses qu'on lui donne. Ce jeune lionceau boiteux rugirait contre moi de temps à autre, parce que j'ai dompté sa lionne et m'en suis constitué le gardien, si l'habitude de la discipline et l'instinct de l'affection ne le retenaient. Allez, Henri, il faut que vous appreniez à prendre votre part du fiel de la vie, qu'à goûter toute la race d'Adam qui vous a précédé et qui vous suivra. Votre destinée ne peut être une exception au lot commun. Rendez grâce à Dieu que votre amour soit dédaigné maintenant, avant qu'il ait aucune affinité avec la passion. Une heure d'agitation, un accès d'envie suffisent pour exprimer ce que vous ressentez. La jalousie brûlante comme le soleil sous la ligne, la rage destructive comme l'orage du tropique, le climat de vos sensations les ignore encore. Je m'assis à mon bureau à ma manière habituelle. C'est un don précieux que ce pouvoir, que j'ai de couvrir toute ébullition intérieure avec le calme de ma physionomie. Nul, en voyant mon visage impassible, ne peut soupçonner le tourbillon qui tournoie dans mon cœur, engouffre ma pensée, détruit ma prudence. Il est agréable de pouvoir marcher ainsi dans la vie, calme et fort, sans effrayer par aucun mouvement excentrique. Ce n'était point mon intention de lui prononcer un mot d'amour, ou de lui révéler une lueur du feu qui me dévore. Je n'ai jamais été présomptueux, je ne le serai jamais. Plutôt que de paraître égoïste et intéressé, je me déciderai résolument à me ceindre les reins, à m'éloigner d'elle, pour aller de l'autre côté du globe chercher une nouvelle vie, froide et stérile comme le roc que lave sans cesse l'onde salée. Mon dessein ce matin était de l'observer de près, de lire une ligne dans la page de son cœur avant de la quitter. J'étais déterminé à connaître ce que je quittais. J'avais quelques plumes à tailler. Beaucoup d'hommes auraient senti leurs mains trembler, si leur cœur eût été agité comme le mien. Ma main ne trembla pas, et ma voix fut ferme. Dans une semaine à dater de ce jour,
Vous serez seule à Fieldhead, Miss Kildare. Oui, je crois que l'intention de mon oncle est bien arrêtée maintenant. Il vous quitte mécontent. Il n'est pas content de moi. Il s'en va comme il est venu. Son voyage a été inutile. C'est mortifiant. J'espère que l'insuccès de ses plans lui ôtera toute inclination d'en concevoir de nouveaux. À sa manière, M. Simpson cherchait honnêtement votre bien. Tout ce qu'il a voulu faire était, dans sa pensée, à votre plus grand avantage. Vous êtes généreux de prendre ainsi la défense d'un homme qui s'est permis de vous traiter avec tant d'insolence. Je ne suis jamais blessé et ne garde point rancune de ce que me dit un homme qui se prévaut de son caractère et de sa position. Et M. Simpson était parfaitement dans ce cas, lorsqu'il se permit cette vulgaire et insolente sortie contre moi, après avoir été malmené. Par vous. Vous cessez maintenant d'être le précepteur d'Henri ? Je vais me séparer d'Henri, pour un temps. Si lui et moi nous vivons, nous nous reverrons un jour, car nous nous aimons l'un l'autre, et quitter pour jamais le sein de la famille Simpson. Heureusement, ce changement ne me laisse pas dans l'embarras. Il ne fait que hâter l'exécution de desseins depuis longtemps formés. Aucun événement ne peut vous prendre au dépourvu. Avec votre calme imperturbable, j'étais sûre que vous seriez préparé pour une soudaine mutation. Je pense toujours que vous êtes dans le monde comme un vigilant et attentif archer dans un bois. Votre carquois contient plus d'une flèche, et votre arc a une corde de rechange. Votre frère est aussi comme vous. Tous deux, vous seriez capables de vous aventurer, chasseurs sans patrie, au milieu des vastes solitudes de l'Ouest. Rien ne vous y manquerait. L'arbre abattu vous fournirait une hutte, la forêt défrichée vous céderait un champ. Le buffle, sentant la puissance de votre carabine, viendrait les cornes et la bosse basse se prosterner à vos pieds et vous rendre hommage. Et quelques tribus indiennes de pieds noirs ou de têtes plates nous fourniraient peut-être une compagne. Non, avec hésitation. Je ne le pense pas. Le sauvage est sordide. Je pense, c'est-à-dire j'espère, que ni l'un ni l'autre ne voudriez partager votre cœur avec une femme à laquelle vous ne pourriez donner ce cœur tout entier. Qu'est-ce qui vous a suggéré l'idée des solitudes sauvages de l'Ouest, Miss Kildare ? Avez-vous été avec moi en esprit lorsque je ne vous voyais pas ? Êtes-vous entré dans mes rêves et avez-vous assisté au travail de mon cerveau, élaborant mes projets d'avenir ? Elle avait divisé un morceau de papier à allumer les bougies en divers fragments. Elle les jeta un à un dans le feu et les regarda brûler d'un air pensif. Elle ne parla point. Comment avez-vous appris ce que vous semblez connaître sur mes intentions ? Je n'en connais rien. Je les découvre seulement à présent. J'ai parlé au hasard. Votre hasard ressemble à de la divination. Je ne serai plus jamais précepteur. Après Henri et vous-même, je n'aurai plus d'élèves. Je ne m'assoirai plus habituellement à la table d'un autre homme et ne formerai jamais un accessoire de famille. Je suis maintenant un homme de 30 ans. Depuis l'âge de 10 ans, je n'ai jamais été libre. J'ai une telle soif de liberté, un si violent désir de la connaître, de la gagner. Mes aspirations vers elle sont si passionnées que pour la posséder, je ne refuserai pas de traverser l'Atlantique. Je la suivrai dans la profondeur des forêts vierges. Mais je n'accepterai jamais une fille sauvage pour esclave. Elle ne pourrait être ma femme. Je ne connais aucune femme blanche que j'aime, qui veuille m'accompagner. Mais je suis sûre que la liberté m'attendra, assise sous un pin. Quand je l'appellerai, elle viendra dans ma cabane et se jettera dans mes bras. Elle ne pouvait m'entendre parler ainsi sans s'émouvoir, et elle était émue. J'avais l'intention de l'émouvoir, j'avais réussi. Elle ne put me répondre, elle ne pouvait même me regarder. J'aurais été fâchée qu'elle pût faire l'un ou l'autre. Ses joues brillaient comme une fleur rose à travers les pétales de laquelle resplendit un rayon de soleil. Sur la paupière blanche et les cils noirs tremblants de ses yeux baissés se lisait une douce honte, moitié pénible, moitié joyeuse. Elle maîtrisa promptement son émotion et commanda bientôt à ses sentiments.
Je vis qu'elle avait soutenu l'insurrection et qu'elle allait reprendre l'Empire. Elle s'assit. Sur son visage, je pouvais lire ceci. Je vois la ligne qui est ma limite. Rien ne me la fera franchir. Je sens, je connais jusqu'à quel point je puis révéler mes sentiments. Et quand je dois fermer le volume. Je suis allée jusqu'à une certaine distance, aussi loin que je le pouvais, sans dégrader mon sexe et sans compromettre mon honneur. Je ne ferai pas un pas de plus. Mon cœur pourra se briser. S'il s'est trompé dans son espoir, eh bien, qu'il se brise. Il ne me déshonorera pas. Il ne déshonorera pas mon sexe en ma personne. La souffrance, la mort, plutôt que la dégradation. Moi, de mon côté, je me disais, si elle était pauvre, je serais à ses pieds. Si elle était dans une humble condition, je la prendrais dans mes bras. Son or et sa position sont deux griffons qui la gardent de chaque côté. L'amour regarde et désire, mais il n'ose pas. La passion rôde autour, mais n'ose s'approcher. La fidélité et le dévouement sont effrayés. Il n'y a rien à perdre en la gagnant. Il n'y a aucun sacrifice à faire. C'est clair bénéfice, et par conséquent, d'une difficulté inimaginable. Difficile ou non, il fallait tenter quelque chose. Il fallait dire quelque chose. Je ne pouvais, je ne voulais garder le silence, avec toute cette beauté modestement muette en ma présence. Je parlais, et je parlais même avec calme. Toutes tranquilles que fussent mes paroles, je les entendais tomber en un son distinct, sonore et profond. Cependant, je le sais, je serais étrangement placée avec cette nymphe des montagnes. La liberté. Je la soupçonne d'être parente de cette solitude que je courtisais naguère, et avec laquelle je cherche maintenant à divorcer. Ces oréades sont singulières. Elles viennent à vous avec des charmes qui n'ont rien de terrestre, comme une soirée étoilée. Elles vous inspirent un sauvage mais froid plaisir. Leur beauté est la beauté des esprits. Leur grâce n'est pas la grâce de la vie, mais celle des saisons ou des scènes de la nature. À elles appartient la splendeur humide du matin, la lueur languissante du soir, le calme de la lune, l'inconstance des nuages. Je désire, et je veux avoir quelque chose de différent. Les splendeurs du monde des esprits me laissent froid. Je ne suis pas poète. Je ne peux vivre d'abstraction. Vous, Miss Kildare, dans votre satirique langage, vous m'avez quelquefois appelé philosophe matériel, me donnant à entendre que je vivais suffisamment pour le substantiel. Certainement je suis matériel de la tête aux pieds, et si glorieuse que soit la nature, si profond que soit le culte que je lui ai voué, j'aime mieux la voir à travers les doux yeux humains d'une femme aimée et aimable, qu'à travers les yeux farouches de la plus grande déesse de l'Olympe. Junon ne pourrait vous cuire une tranche de buffle comme vous l'aimez, dit-elle. Non, mais je vais vous dire qui le pourrait. Quelque jeune orpheline sans fortune et sans amis. Je voudrais pouvoir en trouver une semblable, assez jolie pour que je puisse l'aimer, avec quelque chose dans l'esprit et dans le cœur qui réponde à mes goûts, ne manquant pas d'éducation, honnête et modeste. Je me soucie peu des talents, mais j'aimerais qu'elle eût le germe de ces qualités naturelles que rien de ce qui est appris ne peut égaler. Un caractère un peu vif ne me déplairait pas. Je puis manier les plus chauds. D'une telle créature, j'aimerais être d'abord le précepteur, puis l'époux. Je lui enseignerais mon langage, mes habitudes, mes principes. J'aimerais à la récompenser avec mon amour. La récompenser ? Seigneur de la création, la récompenser ? s'écria-t-elle avec une lèvre contractée, pour en être remboursée au centuple. La contrainte est au métal de quelques âmes ce qu'est l'acier au caillou. Et l'amour est l'étincelle qui en jaillit. Qui se soucie de l'amour qui n'est qu'une étincelle, que l'on voit briller un instant et disparaître ? Il faut que je trouve mon orpheline. Dites-moi comment, Miss Kildare. Faites des annonces. Et surtout, ne manquez pas d'ajouter parmi les qualifications exigées qu'elle doit être bonne cuisinière. Il faut que je la trouve. Et quand je l'aurai trouvée, je l'épouserai. Vous ne le ferez pas.
et sa voix prit soudain un accent de dédain tout particulier. J'aimais cela. Je l'avais fait sortir de l'état pensif dans lequel je l'avais trouvé. Je voulus l'émouvoir davantage. Pourquoi en doutez-vous? Vous! Vous mariez! Mais certainement. Il n'y a rien de plus évident que je le puis, et que je le ferai. C'est le contraire qui est évident, monsieur Moore. Je la trouvais charmante ainsi, l'air de plus en plus dédaigneux, moitié insultant, et l'orgueil, la froide décision brillant dans ses beaux grands yeux, qui ressemblaient en ce moment à ceux d'un merle. Faites-moi la faveur de me dire les raisons d'une semblable opinion, Miss Kildare. Comment pourriez-vous accomplir un acte semblable, je vous le demande? Très aisément, et promptement, si je trouvais la personne convenable. Acceptez le célibat. Elle fit un geste de la main, comme si elle me donnait quelque chose. Prenez-le comme étant votre destinée. Non. Vous ne pouvez me donner ce que j'ai déjà. Le célibat a été mon lot pendant 30 ans. Si vous désiriez m'offrir un présent, un cadeau d'adieu, un souvenir, il vous faut changer le don. Prenez pire alors. Comment? Quoi? En ce moment, je sentais, je regardais, je parlais avec feu. J'avais eu tort de quitter mon ancre de calme, même pour un instant. Cela me privait d'un avantage qui passait de son côté. La petite étincelle de dédain se changea en sarcasme et se répandit sur sa physionomie en rides d'un sourire moqueur. Prenez une femme qui vous a fait la cour pour sauver votre modestie, et s'est jetée elle-même à vous pour épargner vos scrupules. Montrez-moi seulement où elle est. Quelque grosse veuve qui a déjà eu plusieurs maris, et sait comment se pratiquent les choses. Alors il ne faut pas qu'elle soit riche. Oh, ces richesses. Ah! Ce n'est pas vous qui auriez jamais cueilli les produits du jardin des Hespérides. Vous n'avez pas le courage d'attaquer le vigilant dragon? Vous n'avez pas l'habileté de vous procurer l'assistance d'Atlas? Vous paraissez violente et hautaine. Et vous, bien plus hautain. Votre fierté est l'orgueil monstrueux qui contrefait l'humilité. Je suis dépendant, je connais ma place. Je suis femme, je connais la mienne. Je suis pauvre, je dois être fière. J'ai reçu des lois, et j'ai des obligations aussi strictes que les vôtres. Nous avions atteint un point critique. Nous nous arrêtâmes pour nous regarder l'un l'autre. Elle n'irait pas plus loin, je le comprenais. Au-delà, je ne sentais ni ne voyais rien. Peu d'instants seulement m'appartenaient. La fin approchait. Je l'entendais se précipiter. Mais elle n'était pas venue. Je pouvais encore différer, attendre, parler, et au moment de l'impulsion, agir. Je ne suis jamais pressée. Je n'ai jamais été pressée de ma vie. Les gens pressés boivent le nectar de l'existence brûlant. Je le déguste frais, comme la rosée du matin. Je continuais. Selon toute apparence, Miss Kildare, vous êtes aussi peu certaine de vous marier que moi. Je sais que vous avez refusé 3 ou 4 offres avantageuses, et je crois même une 5e. Avez-vous rejeté Sir Philip Nunnelly? Je posai cette question soudainement et avec rapidité. Avez-vous pensé que je pourrais l'accepter? Je pensais que vous le pouviez. Puis-je vous demander sur quoi vous vous fondiez? Conformité de rang, d'âge, agréable contraste de tempérament, car il est doux et aimable. Harmonie de goûts intellectuels. Jolie phrase. Mais réduisons-la vite en pièces. Conformité de rang? Est-il fort au-dessus de moi? Comparez, s'il vous plaît, ma grange à son palais. Je suis dédaignée par sa famille. Convenance d'âge? Nous sommes nés dans la même année, donc il n'est qu'un jeune garçon, tandis que je suis une femme de 10 ans son aînée sous tous les rapports. Agréable contraste de tempérament. Il est doux et aimable, et moi, je suis... Dites-le-moi. La sœur de la léoparde tachetée, brillante, vive et fière. Et vous voudriez m'accoupler avec un chevreau? Un juste barbare. L'harmonie des goûts intellectuels. Il est fou de poésie et je la déteste. Vraiment. Voilà qui est nouveau.
Je frissonne positivement à la vue d'une mesure ou au son d'une rime, soit que je sois au prieuré ou Sir Philippa Fieldhead. De l'harmonie. Vraiment? Quand m'avez-vous vu bâcler de ces sonnets pareils à de la crème fouettée, ou enfiler des stances fragiles comme des fragments de verroterie? Quand vous ai-je montré la croyance que ces grains de verre étaient de vrais brillants? Vous pourriez avoir la satisfaction de guider son talent dans des régions plus élevées, d'épurer son goût. Guider et épurer. Enseigner et reprendre. Endurer et supporter. Ben, mon mari ne sera jamais pour moi un enfant au maillot. La belle occupation, vraiment, que de lui donner chaque jour sa leçon, veiller à ce qu'il l'apprenne, lui donner une sucrerie s'il est sage, et une patiente et pathétique admonestation s'il est méchant. Mais c'est d'un précepteur de parler de la satisfaction que procure l'enseignement. Je pense que vous croyez cela le plus agréable passe-temps du monde. Pour moi, ce n'est pas la même chose, et je n'en veux pas. Perfectionner un mari. Non. Je veux au contraire que mon mari me rende meilleur, ou nous ne pourrons vivre ensemble. Dieu sait si cela est nécessaire. Que voulez-vous dire par là, monsieur Moore? Ce que je dis. Le besoin d'amélioration est impérieux. Si vous étiez une femme, vous régenteriez fort agréablement monsieur votre mari. Cela vous conviendrait. Instruire et réprimander est votre vocation. Puis-je vous demander si de ce ton simple et aimable, vous avez l'intention de me reprocher ma position de précepteur? Oui, amèrement, et toute autre chose qu'il vous plaira. Tout défaut dont vous vous sentez péniblement convaincu. D'être pauvre, par exemple. Oui, cela vous piquera. La pauvreté, c'est votre point ulcéré. Vous aimez à revenir dessus. De n'avoir qu'une très laide personne à offrir à la femme qui pourrait se rendre maîtresse de mon cœur. Précisément. Vous avez l'habitude de vous appeler laid. Vous êtes très sensible à la coupe de vos traits, parce qu'ils ne sont pas tout à fait taillés sur ceux de l'Apollon. Vous les critiquez plus qu'il n'est nécessaire, dans l'espoir que d'autres diront un mot en leur faveur, ce qui n'a pas lieu. Votre visage n'a assurément rien dont vous puissiez tirer vanité. On n'y trouve aucune jolie ligne, aucune jolie teinte. Comparez-le au vôtre. Il ressemble à celui d'un dieu égyptien, à quelque grande tête de granit trouvée dans le sable, ou plutôt, pour ne point le comparer à quelque chose de si majestueux, il ressemble à celui de Tartare. Vous êtes le cousin de mon chien. Je crois que vous lui ressemblez autant qu'un homme peut ressembler à un animal. Tartare est votre cher compagnon. Dans l'été, quand vous vous levez avec l'aurore pour courir dans les champs, mouiller vos pieds avec la rosée et rafraîchir vos joues à la brise qui fait flotter vos cheveux, c'est toujours lui qui vous suit. Vous l'appelez quelquefois avec un sifflement que je vous ai appris. Dans la solitude de vos bois, lorsque vous vous croyez entendu de Tartare seul, vous sifflez les mêmes airs que vous avez imités de mes lèvres, ou chantez les chansons que votre oreille a saisies, à ma voix. Je ne vous demande point d'où coule le sentiment que vous donnez à ces chansons. Je sais qu'il coule de votre cœur, Miskildar. Dans les soirées d'hiver, Tartare est étendu à vos pieds. Vous lui permettez de se coucher sur les bords de votre robe de satin. Sa peau rude est familière avec le contact de vos mains. Je vous ai vu une fois le baiser sur cette blanche tache de beauté qui étoile son large front. Il est dangereux de dire que je ressemble à Tartare. Cela me suggère l'idée de vouloir être traité comme Tartare. Peut-être, monsieur. Pourrez-vous en obtenir autant de votre jeune orpheline sans fortune quand vous l'aurez trouvée? Oh, si je pouvais la trouver telle que je me la représente. Quelque chose à apprivoiser d'abord, à instruire ensuite, à dompter, puis à aimer. Tirer de la pauvreté cette créature fière et dénuée. Établir sur elle mon pouvoir, puis être indulgent pour des caprices qui n'auraient jamais été influencés, jamais satisfaits auparavant. La voir alternativement irritée et apaisée 12 fois en 24 heures, et peut-être, après son éducation faite, la voir mère patiente et exemplaire d'une douzaine d'enfants, donnant seulement de temps en temps au petit Louis un soufflet cordial en manière d'intérêt de la vaste dette qu'elle aurait contractée envers son père. Oh, je continuai, mon orpheline me donnerait plus d'un baiser.
Elle guetterait le soir, sur le seuil de la porte, mon retour à la maison. Elle se précipiterait dans mes bras. Elle tiendrait mon foyer aussi brillant que chaud. Quelle douce idée, grand Dieu! Il faut que je trouve mon orpheline. Ses yeux lancèrent un éclair ardent, ses lèvres s'ouvrirent, mais elle les referma et se détourna brusquement. Dites-moi où elle est, Miss Kildare. Nouveau mouvement, tout d'orgueil, tout de feu. Il faut que je le sache. Vous pouvez me le dire. Vous me le direz. Jamais! Elle se détourna pour me quitter. Pouvais-je alors la laisser se séparer de moi comme elle l'avait toujours fait? Non. J'étais allé trop loin pour ne pas finir. Je m'étais trop approché du but pour ne pas le toucher. Tout doute, toute indécision devait cesser. Il fallait que la vérité m'apparût clairement. Il fallait qu'elle prît son rôle et me dît quel il était. Il fallait que je m'attachasse au mien. Une minute, madame, dis-je, en plaçant ma main sur le bouton de la porte avant de l'ouvrir. Nous avons eu ce matin une longue conversation, mais le dernier mot n'a pas été dit. C'est à vous de le dire. Puis-je passer? Non. Je garde la porte. Je mourrais plutôt que de vous laisser sortir avant que d'avoir dit le mot que je vous demande. Qu'osez-vous espérer me faire dire? Ce que je meurs d'entendre, ce que je dois et veux entendre, ce que vous n'oserez taire en ce moment. Monsieur Moore, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Vous n'êtes plus le même. Je crois qu'en effet je ne devrais plus être le même, car je l'effrayais. Je pouvais voir cela, mais il fallait l'effrayer pour la gagner. Vous savez ce que je veux dire, et pour la première fois je suis devant vous, moi-même. J'ai jeté le précepteur, et vous demande la permission de vous présenter l'homme. Et souvenez-vous-en, c'est un gentleman. Elle tremblait. Elle mit sa main sur la mienne, comme pour l'enlever de la serrure. Autant eût valu pour elle chercher à séparer avec sa douce main deux métaux soudés ensemble. Elle sentit son impuissance et se recula, mais elle tremblait toujours. Quel changement s'opéra en moi? Je ne pus l'expliquer, mais son émotion fit passer dans mon âme un nouveau sentiment. Je n'étais ni écrasée, ni enorgueillie par ses terres et son or. Je n'y pensais pas, je ne m'en souciais nullement. Elle n'était pour moi que des scories incapables de m'éblouir. Je ne vis qu'elle-même, sa jeune et belle forme, la grâce, la majesté, la modestie de la jeune fille. Mon élève, lui dis-je. Mon maître, répondit-elle d'une voix faible. J'ai une chose à vous dire. Elle attendit le front baissé, le visage voilé par ses cheveux. J'ai à vous dire que pendant 4 années vous avez grandi dans le cœur de votre précepteur, et que vous y êtes enraciné maintenant. J'ai à vous déclarer que vous m'avez ensorcelé, en dépit de ma raison et de mon expérience, de la différence de position et de fortune, avec votre air, vos paroles, votre démarche. Vous m'avez montré sous un tel aspect vos défauts et vos vertus, vos beautés plutôt, car elles n'ont guère la sévérité ordinaire des vertus, que je vous aime de toute ma vie et de toutes mes forces. Voilà tout. Elle chercha quelque chose à dire, mais elle ne trouva pas une parole. Elle voulut railler, mais en vain. Je lui répétais passionnément que je l'aimais. Eh bien, monsieur Moore? Quoi donc? Ce fut la seule réponse que j'obtins, prononcée d'un ton qui eût été pétulant, s'il n'eût été mal assuré. N'avez-vous rien à me dire? N'avez-vous aucun amour pour moi? Un peu? Je ne veux pas être torturée. Je ne veux même pas être plaisantée à présent. Je ne désire pas plaisanter. Je désire m'en aller. Je m'étonne que vous osiez parler de vous en aller en ce moment. Vous,
partir, avec mon cœur dans votre main, pour le placer sur votre toilette et le percer avec vos épingles. Vous ne bougerez pas de ma présence. Vous ne vous éloignerez pas de mon atteinte avant que je n'aie un otage. Gage pour gage, votre cœur pour le mien. L'objet que vous demandez est égaré, perdu depuis quelque temps. Laissez-moi l'aller chercher. Déclarez qu'il est, où sont souvent vos clés, en ma possession. Vous devez le savoir. Et où sont mes clés, monsieur Moore? Vraiment, je les ai perdues de nouveau. Mistress Gill a besoin d'argent, et cette pièce de 6 pence, c'est tout ce que je possède. Elle prit la pièce de monnaie dans la poche de son tablier et la montra dans le creux de la main. J'eusse pu plaisanter avec elle, mais ce n'en était pas le moment. La vie et la mort étaient en jeu. M'emparant à la fois de la pièce de 6 pence et de la main qui la tenait, je lui demandai: « Suis-je destinée à mourir sans vous, ou à vivre avec vous? » « Faites comme il vous plaira. Loin de moi de vous dicter votre choix. » Vous me direz de vos propres lèvres si vous me condamnez à l'exil ou si vous m'appelez à l'espérance. Allez, votre départ ne me fera pas mourir. Peut-être moi aussi je pourrais survivre à votre absence, mais répondez, Shirley, mon élève, ma souveraine, répondez. Mourez sans moi si vous voulez. Vivez pour moi, si vous l'osez. Je n'ai pas peur de vous, ma léoparde. J'ose vivre pour vous et avec vous, depuis ce moment jusqu'à ma mort. Maintenant donc, je vous possède. Vous êtes à moi. Je ne vous laisserai jamais partir. En quelque lieu que soit ma maison, j'ai choisi ma compagne. Si je reste en Angleterre vous resterez. Si je traverse l'Atlantique, vous le traverserez avec moi. Nos vies sont rivées l'une à l'autre. Nos destins sont enchaînés. Et sommes-nous donc égaux, monsieur? Sommes-nous enfin égaux? Vous êtes plus jeune, plus frêle, plus faible, plus ignorante que moi. Serez-vous bon pour moi? Ne me tyranniserez-vous jamais? Laissez-moi respirer. Ne m'accablez pas. Vous ne devez pas sourire à présent. Le monde tourne et change autour de moi. Le soleil est une flamme écarlate qui m'étourdit. Le firmament un tourbillon violet qui roule au-dessus de ma tête. Je suis un homme fort, mais je tremblais en parlant. Toute la création me paraissait exagérée. La couleur devenait plus vive, la motion plus rapide, la vie elle-même plus vitale. Pendant un moment, je la vis à peine, mais j'entendis sa voix ineffablement douce. Ineffablement douce. Par compassion, elle n'eût pas imposé silence à un de ses charmes. Peut-être ne savait-elle pas ce que j'éprouvais. Vous m'appelez léoparde. Souvenez-vous que la léoparde est indomptable. Apprivoisée ou féroce, sauvage ou domptée, vous êtes à moi. Je suis aise de connaître mon gardien, et je suis habituée à lui. Sa voix seule je suivrai, sa main seule saura me gouverner. C'est à ses pieds seulement que je veux reposer. Je la portai sur son siège, et je m'assis à côté d'elle. J'avais besoin de l'entendre parler encore. Je ne pouvais jamais me rassasier de sa voix, de ses paroles. « Combien m'aimez-vous » lui demandai-je. « Ah, vous le savez, je ne veux pas vous flatter. » Je ne sais pas la moitié de ce que je voudrais savoir. Mon cœur implore sa nourriture. Si vous saviez combien il est affamé et féroce, vous vous hâteriez de l'apaiser, avec un ou deux mots aimables. « Pauvre Tartare !» dit-elle, touchant et frappant doucement ma main. « Pauvre compagnon, fidèle ami, l'idole et le favori de Shirley. Couchez-vous. »
mais je ne veux pas me coucher avant d'être rassasiée par un tendre mot. Et à la fin, elle me le donna. Cher Louis, soyez-moi fidèle, ne me quittez jamais. Je me soucie peu de la vie, si je ne peux la passer à votre côté. Quelque chose de plus. Elle changea du sujet. Ce n'était pas son habitude d'offrir 2 fois le même plat. Monsieur, dit-elle, en se levant tout à coup, à vos risques. Ne parlez jamais de choses sordides, comme d'argent, de pauvreté, d'égalité. Il serait absolument dangereux de me tourmenter avec ces stupides scrupules. Je vous défends de le faire. Mon visage devint rouge. Je désirais une fois de plus n'être pas si pauvre et qu'elle fût moins riche. Elle vit mon angoisse passagère et me donna une caresse. Mon tourment se changea en extase. Monsieur Moore, dit-elle, en me regardant avec un visage doux, ouvert et animé. Apprenez-moi. Aidez-moi à être bonne. Je ne vous demande pas d'ôter de mes épaules tous les soucis et les devoirs de la fortune, mais je vous demande de partager le fardeau et de me montrer comment je dois faire pour emporter convenablement ma part. Votre jugement est juste, votre cœur est bon, vos principes sont sains. Je sais que vous êtes sage, je sens que vous êtes bienveillant, je crois que vous êtes consciencieux. Soyez mon compagnon à travers la vie. Soyez mon guide dans les choses que j'ignore. Soyez mon maître pour me corriger de mes défauts. Soyez mon ami, toujours. Avec l'aide de Dieu, je serai tout cela. Voici encore un passage du livre de Moore. Si vous l'aimez, lecteur, lisez-le. Si vous ne l'aimez pas, laissez-le. Les Simpsons sont partis, mais non avant découverte et explication. Mes manières ou mes regards doivent avoir trahi quelque chose. J'étais calme, mais j'oubliais quelquefois d'être sur mes gardes. Je demeurais dans la chambre plus longtemps que d'habitude. Je ne pouvais vivre hors de sa présence. J'y revenais, je m'y réchauffais, comme Tartare au soleil. Si elle quittait le parloir, instinctivement je me levais et le quittais aussi. Elle me gronda à ce sujet plus d'une fois. Je le faisais, avec une vague idée d'obtenir d'elle un mot dans le vestibule ou ailleurs. Hier, vers le soir, je l'eus auprès de moi pendant 5 minutes, à côté du feu. Nous étions assis à côté l'un de l'autre. Elle me raillait, et je me délectais au son de sa voix. Les jeunes ladies passèrent et nous regardèrent. Nous ne nous séparâmes point. Un instant après, elles repassèrent et nous regardèrent encore. Mistress Simpson vint. Nous ne bougeâmes pas. M. Simpson ouvrit la porte de la salle à manger. Shirley lui lança le paiement de son espionnage. Elle crispa ses lèvres et secoua ses chevelures. Le regard qu'elle lui jeta contenait à la fois une explication et un défi. Il disait « J'aime la société de M. Moore, et je vous défie de le trouver mauvais. » Je lui demandai « Avez-vous l'intention de lui faire comprendre où en sont les choses ?»« Oui, » me répondit-elle, « mais je laisse le développement au hasard. Il y aura une scène. Je ne la cherche ni ne la crains. Seulement, il faut que vous soyez présent, car je suis affreusement fatiguée de me trouver seule en face de lui. Je n'aime pas à le voir en fureur. Il met alors de côté toutes ses jolies façons et ses déguisements de convention, et l'homme se montre ce qu'il est réellement, commun, plat, bas, vilain et un peu méchant. Ces idées ne sont pas propres, monsieur Moore. Elles ont besoin d'être passées au savon doux et à la terre à foulon. Je pense que, s'il pouvait ajouter son imagination au contenu du panier à lessive de Mistress Gill, pour qu'elle la fît bouillir dans sa chaudière avec de l'eau de pluie et de la poudre à blanchir, je vais sans doute paraître une blancheuse émérite, cela lui ferait un bien incalculable. Ce matin, m'imaginant l'avoir entendue descendre de très bonne heure, je me trouvais en bas instantanément. Je ne m'étais pas trompée. Elle était là, au travail dans la salle à manger, dont la servante complétait l'arrangement et l'époussetage. Elle s'était levée de bonne heure pour terminer quelques petits keepsakes qu'elle destinait à Henri. Je ne reçus qu'un froid accueil, que j'acceptai,
jusqu'à ce que la fille fût partie, me retirant très tranquillement avec mon livre près de la fenêtre. Même quand nous étions seuls, je n'aimais pas à la déranger. Être assis dans le même lieu qu'elle était du bonheur, et le bonheur qui convenait pour une heure matinale, serein, incomplet, mais progressif. Je savais qu'en me montrant importun, je m'exposais à une rebuffade. Sur son visage était clairement écrit « Je ne suis pas à la maison pour les galants ». Je lus. Je hasardai de temps à autre un regard. Je vis sa physionomie s'adoucir et s'ouvrir, lorsqu'elle s'aperçut que je respectais sa disposition d'esprit. La distance qui nous séparait disparut, et la légère glace fondit insensiblement. Avant qu'une heure se fût écoulée, j'étais à côté d'elle, la regardant coudre, recueillant ses doux sourires et ses joyeuses paroles qui tombaient pour moi abondants. Nous étions assis, comme nous avions le droit de l'être, côte à côte. Mon bras reposait sur sa chaise. J'étais assez près pour compter les points de son travail et discerner le trou de son aiguille. La porte s'ouvrit, tout à coup. Je crois que, si je m'étais alors levé d'auprès d'elle en sursaut, elle m'eût méprisé. Grâce au flegme de ma nature, je tressaille rarement. Lorsque je me trouve bien et confortablement, il n'est pas facile de me déranger. J'étais bien, très bien, conséquemment, immuable. Aucun de mes muscles ne s'agita. Je regardais à peine la porte. « Bonjour, oncle, dit-elle, en s'adressant à ce personnage qui s'arrêta, pétrifié sur le seuil. « Il y a longtemps que vous êtes ici seul avec M. Moore ?»« Oui, très longtemps. Nous sommes tous deux descendus de bonne heure, il faisait à peine jour. Cette conduite n'est pas convenable. Elle ne l'a pas été d'abord. Je me suis montré de mauvaise humeur et peu poli. Mais vous pouvez voir que nous sommes maintenant les meilleurs amis du monde. J'en aperçois plus que vous ne voudriez que j'en aperçusse. Je ne crois pas, monsieur. Je ne crois pas, monsieur, dis-je. Nous ne déguisons rien. Permettez-moi de vous dire que toutes les observations que vous avez à faire, vous pouvez me les adresser. À partir de ce moment, je me place entre Miss Kildare et toute espèce d'ennui. Vous? Et qu'avez-vous donc à faire avec Miss Kildare? La protéger, veiller sur elle, la servir. Vous, monsieur, vous, le précepteur. Pas de paroles d'insulte, monsieur, dit-elle. Pas d'expression méprisante envers monsieur Moore dans cette maison. Est-ce que vous prenez sa défense? Sa défense? Oh oui! Elle se tourna vers moi, avec un soudain et tendre mouvement, auquel je répondis en l'entourant de mon bras. Nous nous levâmes, tous deux. « Coup de Jed !» s'écria le personnage en robe de chambre qui frémissait à sa porte. Jed, je pense, est le nom d'un des lards de M. Simpson. Dans la détresse, il invoque toujours cette idole. « Avancez, mon oncle, vous allez tout entendre. Dites-lui tout, Louis. »« Je le défie de parler. Le mendiant, le coquin, l'hypocrite, le vil, l'insinuant, l'infâme domestique. Éloignez-vous de ma nièce, monsieur. Laissez-la aller. » Elle s'attacha à moi avec énergie. « Je suis près de mon futur mari, dit-elle. Qui osera le toucher en ma présence? » Son mari, dit-il. Il leva et étendit les mains et tomba sur son siège. Il y a quelque temps, vous désiriez savoir qui j'épouserais. Mon intention était formée alors, mais je ne pouvais vous la communiquer. À présent, elle est mûre, parfaite. Acceptez Louis Moore pour mon mari. Mais vous ne l'épouserez pas! Il ne vous aura pas! S'écria-t-il avec rage. Je mourrais plutôt que d'en avoir un autre. Je mourrais si je ne l'avais pas. Il murmura des mots dont je ne souillerai jamais cette page. Elle devint pâle comme la mort. Elle tremblait de tout son être. Ses forces l'abandonnèrent. Je la plaçai sur le sofa. Je la regardai le temps nécessaire pour voir qu'elle n'était pas évanouie, ce dont elle m'assura par un divin sourire. Je l'embrassai, et je ne pourrais me rendre compte de ce qui se passa dans l'intervalle de 5 minutes.
Elle m'a dit depuis, en pleurant, en riant et en tremblant, que je devins terrible et que je me donnais aux démons. Elle m'a dit que je la quittais et fis un bond à travers la chambre, que M. Simpson disparut à travers la porte, comme s'il eût été emporté par un canon. Je disparus aussi, et elle entendit Mistress Gill pousser des cris d'effroi. Mistress Gill criait encore lorsque je revins à moi. J'étais alors dans un autre appartement, le parloir aux boiseries de chêne, je crois. Je tenais M. Simpson terrassé devant moi sur une chaise, ma main sur sa cravate. Ses yeux roulaient dans sa tête. Je l'étranglais, je crois. La femme de charge était là, se tordant les mains, me suppliant de le laisser. Je le laissai alors, et me sentis froid comme le marbre. Mais je dis à Mistress Gill d'aller à l'instant chercher une chaise de poste à l'auberge de la Maison Rouge. Et j'avertis M. Simpson qu'il eût à quitter Fieldhead aussitôt qu'elle serait arrivée. Quoique effrayé et hors de lui, il répondit qu'il ne partirait pas. Répétant le premier ordre, j'y ajoutai celui d'aller chercher un constable. Je lui dis « Vous partirez, de gré ou de force !» Il menaça de poursuite. Je ne m'inquiétais de rien. Je l'avais dominé une fois, non pas aussi terriblement que maintenant, mais avec autant d'autorité. C'était une nuit que des voleurs attaquèrent la maison des Simpson Grove. Dans sa misérable couardise, il se fut contenté d'appeler vainement au secours sans oser se défendre. J'avais alors été obligé de protéger sa famille et sa demeure en le dominant, et j'avais réussi. Cette fois, je demeurai avec lui jusqu'à ce que la chaise arrivât, et je l'y accompagnai. Il m'injuria pendant tout ce temps. Il était aussi effaré qu'enragé. Il eût bien voulu résister, mais il ne savait comment. Il demanda que sa femme et ses filles partissent avec lui. Je lui dis qu'elles le suivraient aussitôt qu'elles auraient eu le temps de se préparer. Sa rage, son agitation, étaient inexprimables, mais c'était une furie incapable d'action. Cet homme, convenablement manié, devait toujours demeurer impuissant. Je sais qu'il n'emploiera jamais la loi contre moi. Je sais que sa femme, qu'il tyrannise sans cesse dans les bagatelles, le guide dans les affaires d'importance. J'ai depuis longtemps gagné la gratitude de la mère par mon dévouement à son fils. Dans quelques maladies d'Henri, je l'ai soigné. Mieux, dit-elle, qu'aucune femme n'eût pu le faire. Elle n'oubliera jamais cela. Elle et ses filles m'ont quitté aujourd'hui dans une consternation muette et irritée, mais elles me respectent. Lorsque Henri s'est pendu à mon cou, pendant que j'arrangeais son manteau pour qu'il n'eût pas froid, bien qu'elle détournât la tête, j'ai vu les larmes jaillir de ses yeux. Elle plaidera ma cause avec d'autant plus de zèle parce qu'il m'a quitté en colère. Je suis content de cela, non pour moi, mais pour cette idole de ma vie, ma Shirley. Une semaine après, il écrit encore. Je suis maintenant à Stilbro. J'ai pris ma résidence temporaire avec un ami, un commerçant, auquel je puis être utile dans ses affaires. Chaque jour, je vais à cheval à Fieldhead. Combien se passera-t-il de temps avant que je puisse appeler ce manoir ma maison, et la maîtresse ma femme? Je ne suis pas content. Je ne suis pas tranquille. Je suis quelquefois torturé. À la voir maintenant, on croirait que jamais elle n'a pressé sa joue contre mon épaule, que jamais elle ne s'est attachée à moi avec tendresse et confiance. J'ai de l'inquiétude. Elle me rend malheureux. Quand je la visite, elle m'évite, elle me fuit. Aujourd'hui, j'ai rencontré une fois son visage, résolu à obtenir un plein regard de ses yeux noirs et profonds. Il est difficile de décrire ce que j'ai lu dans ses yeux. Panthère, bel enfant des forêts, nature sauvage, indomptée, incomparable. Elle mord sa chaîne. Je vois ses dents blanches ronger l'acier. Elle rêve de ces forêts sauvages, elle soupire après sa liberté virginale. Je voudrais que les Simpson revinssent pour l'obliger à m'enlacer de ses bras. Je voudrais qu'elle se crût en danger de me perdre comme je cours le risque de la perdre. Non, ce n'est pas la perte que je crains, mais le délai. Il est nuit en ce moment, minuit. J'ai passé l'après-midi et la soirée à Fieldhead. Il y a quelques heures, elle a passé auprès de moi, descendant l'escalier de chêne pour entrer dans le vestibule. Elle ne savait pas que j'étais là, dans l'obscurité, regardant les brillantes constellations de cette nuit glaciale. Comme elle glissait le long de la rampe,
Avec quel éclat voilé son œil brillait sur moi, pendant qu'elle passait, fugitive, svelte et rapide comme une aurore boréale. Je la suivis dans le salon. Mistress Prior et Caroline Elstone étaient là, toutes deux. Elle les a priées de venir lui tenir compagnie pendant quelque temps. Dans son blanc costume de soirée, avec ses longs cheveux flottants, son pas léger, ses joues pâles, son œil plein d'éclairs, elle ressemblait à un esprit, à un être composé d'un seul élément, l'enfant de l'air et de la flamme, la fille d'un rayon et d'une goutte de pluie, une chose qu'il est impossible d'atteindre, d'arrêter, de fixer. J'eusse désiré pouvoir éviter de la suivre du regard pendant qu'elle se mouvait çà et là, mais c'était impossible. Je parlais du mieux que je pouvais avec les autres ladies, mais je ne regardais qu'elle. Elle était très silencieuse. Je crois qu'elle ne m'a pas parlé, qu'elle ne m'a pas offert de thé. Il est arrivé que Mistress Gill l'a appelée pour une minute. J'ai passé dans le vestibule, éclairé par la lune, dans l'espoir de recevoir un mot à son retour. J'ai réussi. « Miss Kildare, restez un instant, » lui ai-je dit, en allant au-devant d'elle. « Pourquoi ? Le vestibule est trop froid ?»« Il n'est pas froid pour moi. À mon côté, il ne devrait pas être froid pour vous. »« Mais je grelotte !»« De crainte, je crois. »« Pourquoi me craignez-vous ? Vous êtes réservé et me fuyez. Pourquoi ? » Il y a bien de quoi avoir peur de se voir rencontré par un grand et noir fantôme au clair de la lune. Oh, ne passez pas. Restez un instant. Échangeons quelques mots ensemble. Voilà 3 jours que je n'ai pu vous parler en particulier. De tels changements sont cruels. Je n'ai aucune envie d'être cruelle, a-t-elle répondu, avec assez de douceur. Et vraiment, il y avait de la douceur dans toute sa manière d'être, dans son visage, dans sa voix, mais il y avait aussi de la réserve. « Vous m'avez certainement causé de la peine, » lui ai-je dit. « Il y a à peine une semaine que vous m'avez appelé votre futur époux et traité comme tel. Maintenant, je ne suis plus que jamais pour vous le précepteur. Vous m'appelez Monsieur Moore. Vos lèvres ne se souviennent plus du nom de Louis. »« Non. Louis, c'est un nom limpide et aisé à prononcer. Je ne l'oublierai pas de sitôt. »« Soyez cordial pour Louis, alors. Approchez-le. Laissez-vous approcher. »« Je suis cordiale, a-t-elle dit, en se redressant comme une blanche statue. « Votre voix est très douce et très basse, » ai-je répondu, en avançant doucement. « Vous semblez subjugué, mais cependant effrayé. »« Non, je suis tout à fait calme et ne m'effraie de rien, » m'a-t-elle répondu. « De rien, excepté de votre adorateur. » Je courbai un genou devant elle. « Vous voyez que je suis dans un monde nouveau, monsieur Moore. Je ne me connais pas moi-même. Je ne vous connais pas. Mais relevez-vous. Quand vous agissez ainsi, je me sens troublée et émue. » J'ai obéi. Cela ne m'eût guère convenu de rester longtemps dans cette attitude. Je ne lui ai pas demandé vainement le calme et la confiance. Elle s'est attachée à moi, de nouveau. « Maintenant, Shirley, » lui ai-je dit, « vous devez concevoir combien je suis loin d'être heureux dans mon état incertain et non fixé. »« Oui, vous êtes heureux ?» s'écria-t-elle avec rapidité. « Vous ne savez pas combien vous êtes heureux. Tout changement serait à votre préjudice. » Heureux ou non, je ne puis supporter d'attendre plus longtemps. Vous êtes trop généreuse pour exiger cela. Soyez raisonnable, Louis. Soyez patient. J'admire votre patience. Ne m'admirez plus alors. Aimez-moi au contraire. Fixez le jour de notre mariage. Pensez à cela ce soir et décidez. Elle a soupiré un murmure inarticulé mais expressif. Elle s'est précipitée, ou plutôt s'est évanouie de mes bras, et je l'ai perdue. Chapitre 12. Le dénouement. Lecteur,
Nous devons régler maintenant nos comptes. Je n'ai plus qu'à narrer brièvement le destin de quelques-uns des personnages dont nous avons fait la connaissance dans le cours de ce livre. Puis il faudra nous donner la poignée de main et nous séparer. Revenons d'abord aux vicaires, les bien-aimés, trop longtemps négligés. Avancez, mérite modeste. Malone, je le vois, répond promptement à l'invitation. Il croit que je m'adresse à lui. Non, Pierre-Auguste, nous ne pouvons rien avoir à vous dire. Nous ne pourrions nous résoudre à conter la touchante histoire de vos faits et de votre destinée. Ne savez-vous pas, Pierre, que le public a ses caprices, que le vrai sans phare ne lui va point, qu'il ne digérerait pas les faits dans leur simplicité? Ne savez-vous pas que le cri du cochon n'est pas plus goûté maintenant qu'autrefois? Si je racontais la catastrophe qui vous a atteint, le public tomberait dans des attaques de nerfs et il n'y aurait qu'un cri pour demander des sels volatiles et des plumes brûlées. Impossible, dirait-on par-ci. Faux, s'écrierait-on par-là. De mauvais goût, répondrait-on de toutes parts. Remarquez-le bien. Toutes les fois que vous présentez aux gens la vérité réelle et simple, elle est toujours dénoncée comme un mensonge. Ils la désavouent, la renient, la rejettent sur la paroisse. Au contraire, la création imaginaire, la pure fiction, est adoptée, caressée, trouvée jolie, convenable, merveilleusement naturelle. Le misérable petit bâtard reçoit toutes les friandises, l'honnête et légitime petit enfant toutes les bourrades. Ainsi va le monde, Pierre, et comme vous êtes le marmot légitime, rude, crasseux et méchant, vous devez vous tenir à l'écart. Faites place à monsieur Sweeting. Le voici qui s'avance avec sa femme au bras. La plus splendide et la plus pesante femme du Yorkshire, Mistress Sweeting, ci-devant, Miss Dora Sykes. Ils furent mariés sous les plus heureux auspices. M. Sweeting venant d'être promu à une paroisse d'un revenu confortable et M. Sykes se trouvant en position de donner à Dora une belle dot. Ils vécurent ensemble de longues et heureuses années, chéris de leurs paroissiens, au milieu d'un nombreux cercle d'amis. Hé, voilà qui est, je pense, assez joliment tourné. Avancez, monsieur Downe. Ce gentleman tourna admirablement. Beaucoup mieux que vous ou moi n'eussions pu l'espérer, lecteur. Lui aussi se maria avec une petite femme pleine de sens et de manières douces et élégantes. Ce fut lui qui fit son choix. Il devint un modèle de caractère domestique et un prêtre de paroisse véritablement actif. Il refusa consciencieusement, jusqu'à sa mort, d'agir en qualité de pasteur. Il brunissait l'intérieur de la coupe et du plateau avec la meilleure poudre à polir. Il surveillait les ornements du temple et de l'autel avec le zèle d'un tapissier, le soin d'un ébéniste. Sa petite école, sa petite église, son petit presbytère lui durent leur érection, et ils lui faisaient honneur. Chacun était un modèle en son genre. Si l'uniformité et le goût en architecture eussent été la même chose que la consistance et le zèle en religion, quel berger d'un troupeau chrétien aurait fait M. Downe? Il y avait un art dans lequel personne ne surpassait M. Downe, l'art de solliciter. Par ses propres efforts, il obtint de l'argent pour toutes ses constructions. En cette matière, il avait une puissance d'imagination, une activité d'action tout à fait unique. Il sollicitait du riche et du pauvre, du paysan sans souliers et du duc couronné. Il envoyait des lettres partout. À la vieille reine Charlotte, aux princesses ses filles, à ses fils les ducs royaux, au prince Castlereagh, à chaque membre du ministère alors en fonction. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il tirait quelque chose de chacun de ces personnages. Il obtint 5 livres sterling de l'avare vieille lady, la reine Charlotte, et 2 guinées de son fils aîné, le royal dissipateur. Quand M. Downe se mettait en campagne pour ses expéditions de mendicité, il se couvrait d'une armure complète de mailles d'airain. Vous lui auriez donné hier une centaine de guinées, que ce n'était pas une raison pour que vous ne lui en donnassiez pas 200 aujourd'hui. Il vous eût tenu en face. Ce langage et 10 fois pour une vous lui auriez donné votre argent. On lui donnait, pour se débarrasser de lui. Après tout, il faisait quelque bien avec cet or et était utile à ses semblables. Peut-être dois-je faire remarquer qu'à la profonde et soudaine disparition de M. Malone de la scène de la paroisse de Briarfield, vous ne pouvez savoir comment elle arriva, lecteur. Votre curiosité sera frustrée,
afin de ne point choquer votre élégant amour du joli et de l'amusant. Il vint pour le remplacer, un autre vicaire irlandais, Monsieur McCarthy. Je suis heureux de pouvoir vous apprendre en vérité que ce gentleman fit autant d'honneur à son pays que Malone lui fit de discrédit. Il se montra décent, bien élevé et consciencieux, autant que Pierre était rampant, bruyant et je supprime cette dernière épithète parce que ce serait mettre le chat hors du sac. Il travailla avec zèle au bien de la paroisse, les écoles du dimanche et celles de la semaine fleurirent sous sa direction comme des lauriers. Étant humain, il avait certainement ses défauts. Ceux-là, cependant, étaient les défauts de son état, ce que beaucoup nommeraient des vertus. La circonstance de se trouver invité à un thé avec un dissident l'eût mis hors de son assiette pour une semaine. Le spectacle d'un quaker gardant son chapeau sur la tête à l'église, la pensée d'une petite créature morte sans baptême enterrée avec les rites du culte, ces choses pouvaient faire un étrange ravage dans l'économie physique et intellectuelle de M. McCarthy. Autrement, il était sain et raisonnable, diligent et charitable. Je ne doute pas que le public qui aime la justice n'ait remarqué jusqu'ici que j'ai apporté une criminelle nonchalance à poursuivre, saisir et conduire à un châtiment mérité l'assassin de M. Moore. C'était une belle occasion de mener, pour mes lecteurs qui aiment ces choses, un branle à la fois honnête et excitant, une danse où se seraient trémoussés la loi et l'évangile, le donjon, le doc et le gibet. Vous auriez peut-être aimé cela, lecteur, mais moi non. Je me serais bientôt querellé avec mon sujet et je l'aurais abandonné. J'ai été heureux que les faits m'eussent parfaitement déchargé de cette tâche. Le meurtrier ne fut jamais puni, par la bonne raison qu'il ne fut jamais saisi, ce qui résulta de cette autre circonstance, qu'il ne fut jamais poursuivi. Les magistrats hurlèrent de vouloir se remuer et faire de grandes choses. Mais puisque Moore lui-même, au lieu de les presser et de les conduire comme auparavant, demeurait tranquille, sur sa petite couche du cottage, riant sous cape et ricanant à chaque trait de sa pâle figure étrangère, ils se ravisèrent, et après avoir rempli certaines formalités indispensables, résolurent prudemment de laisser tomber l'affaire. Ce qu'ils firent. Monsieur Moore savait qui lui avait tiré le coup de fusil. Tout Briarfield le savait. Ce n'était autre que Michael Hartley, le tisserand à moitié fou dont nous avons déjà parlé, un frénétique antinomien en religion et un forcené niveleur en politique. Le pauvre homme mourut du délirium très mince une année après sa tentative de meurtre, et Moore donna à sa malheureuse femme une guinée pour le faire enterrer. L'hiver a fui. Le printemps l'a suivi avec son atmosphère embaumée, ses fleurs et sa brillante végétation. Nous sommes maintenant dans le cœur de l'été, au milieu de juin 1812. Il fait un temps brûlant. Le ciel est d'un azur profond et d'un rouge d'or. Il convient à l'époque, il convient au siècle, il convient à l'esprit actuel des nations. Le 19e siècle folâtre dans son adolescence de géant. Le jeune titan déracine des montagnes dans ses ébats et roule des rochers dans ses jeux sauvages. Cet été, Bonaparte est en selle. Il parcourt avec ses armées les déserts russes. Il a avec lui les Français et les Polonais, les Italiens et les enfants du Rhin, au nombre de 600 000. Il marche sur l'antique Moscou. Sous les vieux murs de cette ville, le rude cosaque l'attend, barbare stoïque. Il attend sans crainte de la ruine immense qui s'avance comme un tourbillon. Il met sa confiance dans un nuage chargé de neige. La steppe, le vent, l'orage et la grêle sont ses refuges. Ses alliés sont les éléments, l'air, le feu, l'eau. Et quels sont ceux-là? 3 terribles archanges toujours debout devant le trône de Jéhovah. Ils sont vêtus de blanc et portent des ceintures d'or. Ils tiennent des fioles qui regorgent de la colère de Dieu. Leur temps est le jour de la vengeance. Leur signale le nom du Dieu des armées, tournant avec la voix de sa majesté. Es-tu entré dans les trésors de neige? Ou as-tu vu les trésors de grêle que j'ai réservés contre les temps de trouble, contre le jour de bataille et de guerre? Allez, versez les fioles de la colère de Dieu sur la terre. C'est fait. La terre est brûlée par le feu, la mer ressemble au sang d'un homme mort, les îles fuient,
On ne trouve plus les montagnes. Cette année-là, Lord Wellington prit le commandement en Espagne. Ils le firent, généralissime, pour leur propre salut. Cette année-là, il prit Badajoz, il combattit au camp de Victoria, il emporta Pampelune et prit d'assaut Saint-Sébastien. Cette année-là, il gagna Salamanque. Homme de Manchester, je vous demande pardon pour ce petit résumé de vos exploits guerriers. Mais il est sans conséquence. Lord Wellington n'est pour vous maintenant qu'un vieux gentleman décrépit. Je crois même que quelques-uns de vous l'ont appelé radoteur. Vous l'avez raillé sur son âge, sur la perte de sa vigueur physique. Quel beau héros vous êtes vous-même. Des hommes comme vous ont le droit de fouler aux pieds tout ce qu'il y a de mortel dans un demi-dieu. Raillez à votre aise. Votre mépris ne brisera jamais son grand et vieux cœur. Mais arrivez, amis quakers ou imprimeurs d'indiennes, tenons un congrès de la paix et distillons paisiblement notre venin. Nous avons parlé avec un zèle indécent contre les batailles sanglantes et les généraux bouchés. Nous arrivons enfin à un triomphe dans notre sphère. Le 18 juin 1812, les ordres en conseil furent rapportés, et les ports bloqués, ouverts. Vous savez bien, vous tous qui êtes assez vieux pour vous le rappeler, comme vous fîtes retentir le Yorkshire et le Lancashire de vos cris de joie à cette occasion. Les sonneurs fêlèrent une cloche du beffroi de Briarfield. Elle sonne faux, encore maintenant. L'association des marchands et des manufacturiers se réunit dans un grand dîner à Stilbro, et tous retournèrent chez eux dans un état que leurs femmes ne désirent pas revoir. Liverpool tressaillit et renifla, comme un cheval marin éveillé, au milieu de ses roseaux, par un coup de tonnerre. Quelques-uns des marchands américains se sentirent menacés d'apoplexie et se firent saigner. Tous, en hommes sages, dans ce premier moment de prospérité, se préparèrent à se ruer dans la spéculation et à prévoir les nouvelles difficultés dans les profondeurs desquelles ils pourraient se perdre dans l'avenir. Les approvisionnements, qui avaient été accumulés pendant des années, s'écoulèrent en un clin d'œil. Les magasins furent dégarnis, les navires chargés, le travail abonda, les salaires s'élevèrent. Le bon temps semblait venu. Les espérances pouvaient être trompeuses, mais elles étaient brillantes. Pour quelques-uns, elles étaient même réelles. À cette époque, dans le seul mois de juin, plus d'une solide fortune fut réalisée. Lorsque toute une province se réjouit, les plus humbles de ses habitants prennent leur part du festin. Le son des cloches pénètre dans les demeures les plus fermées comme une invitation à la joie. Ainsi pensait Caroline Helstone, en s'habillant plus élégamment que de coutume dans ce jour de triomphe du commerce, pour aller passer l'après-midi à Fieldhead et présider à certaines préparations de toilette qui avaient lieu en vue d'un grand événement, le dernier mot en ces matières étant réservé à son goût parfait. Elle décida sur la couronne, le voile, la robe qui devait être portée à l'autel. Elle choisit diverses robes et autres objets pour les occasions plus ordinaires, sans beaucoup consulter l'opinion de la fiancée, cette lady se trouvant alors dans une humeur peu facile. Louis avait présagé des difficultés, et il les avait rencontrées. Dans le fait, son amante s'était montrée exquisement provocante, différant son mariage de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'abord le cajolant de douces paroles, puis enfin forçant sa nature forte et délibérée à se révolter contre sa tyrannie, à la fois si douce et si intolérable. Il avait fallu une sorte d'orage pour l'amener à ce point, mais elle était enfin là, enchaînée à un jour fixe, conquise par l'amour et liée par sa parole. Ainsi vaincue et asservie, elle gémissait comme l'enfant du désert enchaîné. Son dompteur seul pouvait la consoler. Sa présence seule pouvait remplacer sa liberté perdue. En son absence, elle restait assise ou errait seule de côté et d'autre. Elle parlait peu et mangeait encore moins. Elle ne s'occupa d'aucun préparatif pour la noce. Louis fut obligé de diriger lui-même tous les arrangements. Il fut le maître de fait à Fieldhead plusieurs semaines avant de le devenir de nom. Le moins présomptueux et le plus bienveillant des maîtres, mais absolu avec sa lady. Elle abdiqua sans un mot ni une lutte. « Allez à Monsieur Moore. Demandez à Monsieur Moore. » Telle était sa réponse lorsqu'on lui demandait des ordres. Jamais amoureux d'une riche fiancée ne fut si complètement délivré
du rôle subalterne, si inévitablement forcée d'assumer un pouvoir souverain. Dans tout cela, Mistress Kildare cédait partiellement à sa disposition. Mais une remarque qu'elle fit une année après prouva qu'elle agissait aussi un peu par système. « Louis, disait-elle, n'eût jamais appris à régner, si je n'avais cessé de gouverner. L'incapacité du souverain à développer les pouvoirs du Premier ministre. » Il avait été décidé que Miss Elstone serait la demoiselle d'honneur dans les noces qui approchaient, mais la fortune lui avait destiné un autre rôle. Elle revint à la rectorerie d'assez bonne heure pour arroser ses plantes. Elle avait accompli cette petite tâche. La dernière à laquelle elle avait donné ses soins était un rosier arbuste qui florissait dans un coin tranquille sur le derrière de la maison. Cette plante avait reçu la rafraîchissante ondée. Caroline se reposait alors 1 minute. Près du mur était un fragment de pierre sculptée, une relique monacale, autrefois peut-être la base d'une croix. Elle monta dessus afin de mieux dominer de la vue ce qui l'entourait. Elle tenait encore l'arrosoir d'une main, de l'autre elle relevait sa jolie robe, de peur qu'elle ne fût tachée par quelques éclaboussures. Elle regarda par-dessus le mur, le long de quelques champs solitaires. Au loin, 3 arbres sombres se dressaient côte à côte contre le ciel. Une épine solitaire apparaissait très loin au bout d'un défilé. Elle vit le sombre marais, où s'allumaient les feux de joie. La soirée d'été était chaude, le carillon des cloches était joyeux, la fumée bleue des feux semblait douce, leurs flammes brillantes. Au-dessus d'eux, dans le firmament d'où le soleil venait de disparaître, étincelait un point argenté. L'étoile d'amour. Caroline n'était pas malheureuse ce soir-là, bien au contraire. Mais en regardant, elle soupira. Et pendant qu'elle soupirait, une main l'entoura et se reposa doucement sur sa taille. Caroline crut savoir qui s'était approché d'elle. Elle reçut l'attouchement, sans tressaillir. « Je regarde Vénus, maman. Voyez comme elle est belle, comme son éclat est brillant, comparé à la flamme rouge des feux de joie. » La réponse fut une caresse plus prononcée. Caroline se retourna et se trouva non en face du visage de matrone de Mistress Prior, mais d'un sombre et mâle visage. Elle laissa tomber son arrosoir et descendit du piédestal. « Je viens de rester 1 heure avec maman, » dit l'intrus. « J'ai eu avec elle une longue conversation. Où êtes-vous allé pendant ce temps-là ?»« À Fieldhead. Shirley est aussi fantasque que jamais, Robert. Elle ne répond ni oui ni non à aucune des questions qu'on lui adresse. Elle se plaît seule. Je ne pourrais dire si elle est mélancolique ou nonchalante. Si vous l'excitez ou la raillez, elle vous jette un regard moitié pensif, moitié insouciant, qui vous rend aussi étrange, aussi malade qu'elle. Je ne sais ce que Louis fera d'elle. Pour ma part, si j'étais une gentleman, je pense que je ne voudrais pas l'entreprendre. » Ne vous mettez pas en peine d'eux. Ils ont été faits l'un pour l'autre. Louis, c'est étrange à dire, ne l'aime que mieux à cause de ses caprices. Si quelqu'un est capable de la gouverner, c'est lui. Elle le soumet à de rudes épreuves, cependant. Avec son caractère calme, il a eu à lui faire une cour orageuse. Mais vous voyez que, pour lui, tout se termine par la victoire. Caroline, je vous ai cherché pour vous demander une audience. Pourquoi les cloches sonnent-elles ? Pour le rappel de votre terrible loi, les ordres que vous haïssez tant. Vous êtes content, n'est-ce pas ? Hier soir, à cette même heure, j'emballais quelques livres pour un voyage à travers l'océan. C'étaient les seules possessions, excepté quelques habits, des semences, des racines et des outils que je me crusse libre d'emporter avec moi au Canada. J'allais vous quitter. Me quitter ? Ses petits doigts s'attachaient à son bras. Elle paraissait effrayée. Pas maintenant. Pas maintenant. Examinez mon visage. Oui, regardez-moi bien. Est-ce que vous y lisez le désespoir de la séparation ? Elle vit une physionomie animée, dont les caractères étaient tous radieux, bien que la page elle-même fût sombre.
Ce visage, puissant par la noblesse de ses traits, versa sur elle l'espérance, l'amour, la joie. « Est-ce que ce rappel vous fera du bien? Beaucoup de bien? Un bien immédiat ?» demanda-t-elle. Le rappel des ordres en conseil me sauve. Maintenant, je ne serai pas banqueroutier. Maintenant, je n'abandonnerai pas mes affaires. Maintenant, je ne quitterai pas l'Angleterre. Maintenant, je ne serai plus pauvre. Je pourrai payer mes dettes. Tout le drap que j'ai dans mes magasins me sera acheté, et je recevrai des commissions pour une quantité beaucoup plus considérable. Ce jour donne à ma fortune une large et solide fondation, sur laquelle, pour la première fois de ma vie, je puis construire avec sécurité. Caroline dévorait ses paroles. Elle tenait ses mains dans les siennes. Elle respira longuement. « Vous êtes sauvé? Vos lourds embarras sont levés? » Ils sont levés. Je respire. Je puis agir. « Enfin! Oh, la Providence est bonne! Remerciez-la, Robert! » Je remercie la Providence. « Et moi aussi, je la remercie, pour l'amour de vous! » Elle levait au ciel des yeux pleins de ferveur. Maintenant, je puis prendre plus d'ouvriers, donner de meilleurs salaires, concevoir des plans plus sages et plus libéraux, faire quelques biens, être moins égoïste. Maintenant, Caroline, je peux avoir une maison que je pourrais appeler mienne. Et maintenant... Il s'arrêta, car sa voix était profondément émue. Et maintenant, reprit-il, maintenant, je puis penser au mariage. Maintenant, je puis chercher une femme. Ce n'était point pour elle le moment de parler. Elle garda le silence. Est-ce que Caroline, qui espère tendrement être pardonnée comme elle pardonne, me pardonnera tout ce que je lui ai fait souffrir, tout ce long tourment que je lui ai méchamment causé, toute cette maladie de corps et d'esprit qu'elle m'a due? Oubliera-t-elle ce qu'elle sait de ma pauvre ambition, de mes desseins sordides? Me permettra-t-elle d'expier tout cela? Me permettra-t-elle de lui prouver que si je l'ai autrefois abandonnée cruellement, si j'ai joué avec son affection, si je l'ai injuriée bassement, je peux maintenant l'aimer fidèlement, la chérir avec tendresse? Sa main était toujours dans celle de Caroline. Une douce pression lui répondit. Est-ce que Caroline est à moi? Caroline est à vous. Je connais le prix de ses trésors. Le sentiment de sa valeur est là, dans mon cœur. Ma vie est nécessairement liée à la sienne. Le sang qui circule dans mes artères ne m'est pas plus précieux que son bonheur et son bien-être. Je vous aime aussi, Robert, et j'aurai pour vous le plus entier dévouement. Oui, vous aurez pour moi un soin dévoué, fidèle, comme si cette rose pouvait promettre d'abriter contre la tempête cette pierre dure et grise. Mais elle aura soin de moi, à sa manière. Ses mains seront les aimables dispensatrices de tout le bonheur que je puis goûter. Je sais que l'être que je désire lier à moi m'apportera une consolation, un amour, une pureté auquel de moi-même je suis étranger. Tout à coup, Caroline se troubla, sa lèvre frémit. « Qui trouble ma colombe ?» demanda Moore, comme elle se pressait contre lui et se reculait tout à coup avec embarras. « Pauvre maman! Je suis tout ce qu'elle possède. Devrais-je la quitter ?» J'ai pensé à cette difficulté. Moi et maman l'avons discutée. « Dites-moi ce que vous voulez, ce que vous exigez, et je verrai s'il m'est possible de consentir. Mais je ne puis l'abandonner. Je ne puis lui briser le cœur, même pour vous. » Elle vous a été fidèle lorsque je vous ai abandonné, n'est-ce pas? Je n'ai jamais approché de votre lit de douleur. Elle n'a pas quitté un instant votre chevet. Que dois-je faire? Tout, plutôt que de la quitter. Je veux que vous ne la quittiez jamais. Elle pourra demeurer très près de nous, avec nous. Seulement, elle aura son appartement et sa servante. Elle a stipulé cela elle-même. Vous savez qu'elle a un revenu qui, avec ses habitudes d'économie, la rend tout à fait indépendante. Elle me l'a dit, avec une aimable fierté qui m'a rappelé celle d'une autre personne.
Elle n'aime point se mêler des affaires d'autrui et est tout à fait incapable de commérage. Je la connais, Carrie. Mais si, au lieu d'être la personnification de la réserve et de la discrétion, elle était quelque chose de tout opposé, je ne la craindrais encore pas. Cependant, elle sera votre belle-mère? Caroline fit un petit signe de tête espiègle. Moore sourit. Louise et moi ne sommes pas de cette espèce d'hommes qui craignent leur belle-mère, Carrie. Nos ennemis n'ont jamais été, ne seront jamais les membres de notre propre famille. Je ne doute pas que ma belle-mère ne fasse beaucoup de cas de moi. Autrement, à sa façon calme, vous savez, elle n'est pas démonstrative, et lorsque vous la voyez silencieuse ou même froide, il ne faut pas croire qu'elle soit contrariée. C'est seulement sa manière d'être. Laissez-moi me faire son interprète toutes les fois que son caractère vous embarrassera. Croyez toujours ce que je vous dirai d'elle, Robert. Oh, entièrement. Plaisanterie à part, je crois que nous nous conviendrons on ne peut mieux. Hortense, vous savez, est excessivement susceptible. Peut-être pas toujours raisonnable dans ses exigences. Cependant, la chère et honnête fille, je ne l'ai jamais affligée. Je n'ai jamais de ma vie eu une sérieuse querelle avec elle. Non? Vous êtes généreusement, tendrement indulgent pour elle, et vous serez de même pour maman. Vous êtes un gentleman des pieds à la tête, Robert, et nulle part aussi parfait que dans votre intérieur. Voilà un éloge que j'aime. Il m'est très doux. Je suis aise que ma Caroline m'envisage sous cet aspect. Maman pense de vous absolument comme moi. Pas tout à fait, j'espère. Elle ne pense pas à vous épouser? Ne soyez pas vain. Mais elle me dit l'autre jour, ma chérie, Monsieur Moore a d'agréables manières. C'est un des rares gentlemen que j'ai vu unir la politesse à un air de sincérité. Maman est un peu misanthrope, n'est-ce pas? Elle n'a pas la meilleure opinion du sexe le plus fort. Elle s'abstient de juger les hommes en général, mais elle a ses exceptions qu'elle admire. Louis et Monsieur Hall, et depuis longtemps vous-même. Elle ne vous aimait pas autrefois. Je savais cela parce qu'elle ne parlait jamais de vous. Mais Robert? Eh bien, quoi maintenant? Quelle est cette nouvelle pensée? Vous n'avez pas encore vu mon oncle? Je l'ai vu. Maman l'a appelé dans sa chambre. Il a consenti conditionnellement. Si je prouve que je puis suffire aux besoins d'une femme, vous serez à moi. Et je puis y suffire mieux qu'il ne le pense, mieux que je ne voudrais m'en vanter. Si vous devenez riche, vous ferez du bien avec votre argent, Robert. Je ferai du bien. Vous me direz comment il faudra faire. J'ai d'ailleurs quelques idées particulières dont nous parlerons au sein de notre foyer quelques jours. J'ai vu la nécessité de faire le bien. J'ai appris combien il est insensé d'être égoïste. Caroline, je vois ce que je vais vous prédire. Cette guerre doit avant peu arriver à sa fin. Le commerce est assuré de prospérer pendant quelques années. Il peut survenir quelques mésintelligences entre l'Angleterre et l'Amérique, mais cela ne pourra durer. Que diriez-vous si un jour, peut-être dans 10 ans d'ici, Louis et moi partagions entre nous la paroisse de Briarfield? Louis, à tout événement, est assuré de la puissance et de la fortune. Il n'enterrera pas ses talents. C'est un garçon charitable et il possède en outre une intelligence supérieure. Son esprit est lent, mais fort. Il doit agir, et il peut agir après mûre délibération, mais il agira bien. Il sera fait magistrat du district. Shirley l'a dit, elle se mettrait impétueusement et prématurément à l'œuvre pour lui obtenir cette dignité, s'il la laissait faire. Mais il l'en empêchera. Comme d'habitude, il n'est pas pressé. Il n'aura pas été le maître de Filthead pendant 1 an, que tout le district sentira sa tranquille influence et reconnaîtra sa supériorité modeste. On a besoin d'un magistrat, et ils l'investiront en temps opportun, volontairement et sans contrainte, de cette fonction. Tout le monde admire sa future femme, et avec le temps, il sera aimé de tout le monde. Il est de la pâte que l'on aime généralement, bon comme le pain quotidien, pour les plus délicats, bon pour l'enfant et pour le vieillard, charitable pour le pauvre. Il ne portera point ombrage aux riches. Shirley, en dépit de ses caprices et de ses singularités, de ses tergiversations et de ses délais,
a pour lui un attachement profond. Un jour, elle le verra aussi universellement aimé qu'elle peut le désirer. Il sera aussi universellement estimé, considéré, consulté. On s'en rapportera à lui pour toute chose. Trop peut-être. Son avis sera toujours judicieux, son assistance pleine de bienveillance. Avant qu'il soit peu, tous deux lui seront trop demandés. Il faudra qu'il impose des restrictions. Pour moi, si je réussis dans ce que j'ai l'intention de faire, mon succès ajoutera à son revenu et à celui de Shirley. Je puis doubler la valeur de leur propriété. Je puis couvrir la stérile holo de rangées de cottages et de jardins. « Robert, vous défricheriez les taillis !» Le taillis sera du bois à brûler avant que 5 ans se soient écoulés. La belle et sauvage ravine sera une douce descente. La verte terrasse naturelle sera une rue pavée. Il y aura des cottages dans la sombre ravine et des cottages sur la pente stérile. Le dur sentier, hérissé de cailloux, sera une route unie, ferme, large et noire, formée avec les cendres de ma fabrique. Et ma fabrique, Caroline, ma fabrique, remplira toute la cour actuelle. « C'est horrible ! Vous voulez changer l'air bleu et pur de la campagne pour l'atmosphère fumeuse de Stilbro ? Je veux répandre les eaux du pactole à travers la vallée de Briarfield. J'aime 1000 fois mieux le ruisseau. J'obtiendrai une loi pour enclore le communal de Nunneley et le diviser en fermes. Le marais de Stilbro vous défie. Cependant, grâce au ciel, que pouvez-vous faire venir sur la mousse de Bilberry ? Qu'est-ce qui fleurira sur Recherche ? Caroline, les ouvriers sans asile, sans pain, sans travail, viendront de loin à la fabrique de Hollow. Joe Scott leur donnera de l'ouvrage, Louis Moore leur louera une maison, et Mistress Gill pourvoira à leurs besoins jusqu'au premier jour de paye. Caroline sourit avec bonheur. Quelle école du dimanche vous allez avoir, Carrie ? Quelles assemblées vous allez réunir ? Quelles écoles de chaque jour vous, Shirley et Miss Henley, aurez à gouverner, à surveiller ? La fabrique trouvera des salaires pour un maître et une maîtresse, et le squire et le drapier donneront un festin 4 fois par an. Elle lui offrit un baiser muet, baiser dont il prit avantage pour lui en extorquer 100 autres. « Rêves extravagants », dit Moore, avec un soupir et un sourire. « Peut-être cependant en pourrons-nous réaliser quelques-uns. Mais la rosée tombe. Mistress Moore, prenez mon bras. Nous allons rentrer. » Nous sommes en août. Les cloches retentissent encore, non seulement à travers le Yorkshire, mais aussi à travers l'Angleterre. D'Espagne, la voix de la trompette a sonné longtemps. Elle devient de plus en plus retentissante. Elle proclame salamment que gagné. Ce soir-là, Briarfield doit être illuminé. Ce jour-là, tous les fermiers du domaine de Briarfield dînent ensemble. Les ouvriers de la fabrique de Hollow seront réunis pour un semblable objet. Les écoles ont une grande fête. Le lendemain, 2 mariages ont été célébrés dans l'église de Briarfield. Celui de Louis Gérard Moore, Esquire, avec Shirley, fille de feu Charles Cave de Fieldhead, et celui de Robert Gérard Moore de la fabrique de Hollow, avec Caroline, nièce du révérend Matthewson Elstone, maître S.R., recteur de Briarfield. Le premier de ces mariages a été célébré par M. Elstone, Hiram York, squire de Briarmans, conduisant la fiancée. Le second par M. Hall, curé de Nunneley. Parmi les invités, les plus remarquables personnages étaient les 2 jeunes garçons d'honneur, Henry Simpson et Martin York. Je suppose que les prophéties de M. Moore se réalisèrent, du moins en partie. L'autre jour, je passais près de Hollow, que la tradition dit avoir autrefois été vert, solitaire et sauvage. Là, je vis le corps des rêves du manufacturier, une jolie maison en pierres et en briques, la grande route formée de cendres noires, les cottages et les jardins. Là, je vis une puissante fabrique et une cheminée ambitieuse comme la tour de Babel. À mon retour, je dis à ma vieille femme de ménage où j'étais allée. « Ah, dit-elle, le monde a de singuliers changements. Je me rappelle avoir vu bâtir le vieux moulin, le premier qui fut construit dans tout le district. Puis je me souviens aussi de l'avoir vu jeté par terre et d'être allée avec mes compagnes voir poser la première pierre du nouveau.
Les deux messieurs Moore firent grand étalage en cette occasion. Ils étaient là, et il y avait une grande quantité de beau monde. Lord de Ladies y était aussi. Elle paraissait jolie et magnifique, mais la plus splendide était Mistress Louis. Elle portait toujours de si belles robes. Mistress Robert était plus simple. Mistress Louis souriait en parlant, elle avait l'air heureuse, contente et bonne. Mais elle avait des yeux qui vous traversaient le corps. Il n'y a plus de ladies comme celle-là de nos jours. Comment était Hollow à cette époque, Marthe ? Différent de ce qu'il est maintenant, mais je l'ai vu bien plus différent encore, lorsqu'il n'y avait ni moulin, ni cottage, ni maison, excepté Fieldhead, à 2 miles de distance. Je me rappelle qu'un soir d'été, il y a de cela 50 ans, ma mère revint à la maison à l'entrée de la nuit, tout effarée, disant qu'elle venait de voir une fée dans le creux de Fieldhead, et ce fut la dernière fée que l'on vit dans ce pays-ci, quoique l'on ait dit plusieurs fois en avoir vu ailleurs depuis 50 ans. C'était un endroit très désert et un joli endroit, couvert de chênes et de noyers. Il est bien changé maintenant. Mon histoire est dite. Il me semble voir le judicieux lecteur mettre ses lunettes pour en rechercher la morale. Ce serait insulter à sa sagacité que de la lui indiquer. Que Dieu l'assiste dans sa recherche. Fin de Shirley de Charlotte Brontë. Et bienvenue dans ce dernier vlog lecture sur Shirley de Charlotte Brontë. Comme quand c'est un peu long, je le fais en 2 fois parce que j'avais pas la foi en fait il est quasiment minuit. Et j'avais pas la foi d'enchaîner sur le dernier chapitre et de faire un plus long vlog lecture. Parce que j'ai pas envie d'aller jusqu'à 1h du mat, donc je le fais en 2 fois. À la fois, je suis assez partagée sur la relation entre Louis et Shirley. Parce que Shirley, en fait, je suis pas sûre que ce soit tant de la réserve qu'elle a envers Louis, mais plus, je pense qu'elle est impressionnée par, et puis qu'elle l'aime en fait, elle est très amoureuse de lui, ce qui fait que elle ose pas trop s'imposer. Elle a peur de se faire réprimander, et en fait, il y a un côté qui est quand même vachement manipulateur chez Louis que j'aime pas trop. Et puis surtout là, j'ai vraiment aimé la déclaration d'amour. Je vais vous lire quelques passages que je pense que je vais les mettre sur Threads. Voilà. C'est Louis qui dit « Je m'étonne que vous osiez parler de vous en aller en ce moment, vous partir, avec mon cœur dans votre main pour le placer sur votre toilette et le percer avec vos épingles. Vous ne bougerez pas de ma présence, vous ne vous éloignerez pas de mon atteinte avant que je n'aie un otage. Gage pour gage, votre cœur pour le mien. » J'ai trouvé ça très beau, très touchant. Et un petit peu après, il dit... J'ose vivre pour vous et avec vous, depuis ce moment jusqu'à ma mort. Maintenant donc je vous possède, vous êtes à moi. Je ne vous laisserai jamais partir. En quelque lieu que soit ma maison, j'ai choisi ma compagne. Si je reste en Angleterre vous resterez. Si je traverse l'Atlantique, vous le traverserez avec moi. Nos vies sont rivées l'une à l'autre, nos destins sont enchaînés. Je pense que dans le contexte d'aujourd'hui, où on a des histoires des fois d'hommes qui sont abusifs, je pense que c'est peut-être ça qui fait que d'un côté je trouve ça assez beau et assez flippant, parce qu'en fait il est à complètement gommer les désirs de Shirley, parce que quand il parlait un peu avant, il la faisait un peu marcher en disant oui, maintenant que je suis plus précepteur, peut-être que je vais aller en Amérique et compagnie. Donc elle tire un petit peu la gueule, et elle avait pas l'air charmée par le fait d'aller en Amérique. Je suis pas sûre que ce soit d'actualité, hein. Je pense qu'il l'a... Je pense qu'il l'a... Comment dire... il a pas l'intention d'aller en Amérique. Mais le fait de rester en Angleterre, on va voir dans le dernier chapitre aussi, on va voir des éléments là-dessus. Ils ont quand même une différence de classe sociale qui est importante. Ils ont une différence de fortune qui est très importante. Et il y a une petite différence d'âge, mais je crois que c'est 21 et 30, un truc comme ça, mais c'est pour ça que, Shirley, on a une jeune femme qui est sans doute un petit peu vulnérable aussi, parce que elle est orpheline,
Je pense qu'elle essaye d'un côté de garder de bonnes relations avec son oncle, mais tout en essayant de garder aussi de la liberté. Et elle en a quelque part, parce que l'oncle ne lui a imposé aucun... Enfin, l'oncle ne lui a imposé personne. Il n'y a pas de mariage forcé. Je sais pas s'il y avait encore des mariages forcés à cette époque-là. Peut-être qu'il y avait des mariages de convenance, mais je pense pas qu'on allait ligoter quelqu'un, la foutre dans une malle et emmener la malle à l'église jusqu'à ce qu'elle dise oui, quoi. Ou l'inverse, hein, ou que ce soit un homme. Je pense pas que ça existait, ce genre de choses. Mais ça pouvait être des mariages de convenance et des mariages où on n'était pas franchement amoureux, où on se connaissait pas bien. Je trouve la relation entre Louis et Shirley intéressante. Je trouve qu'elle est aussi déséquilibrée parce que en gros, c'est une relation où lui, il domine. Donc, est-ce qu'il essaye de dominer parce que elle a la beauté, elle a un titre. Je sais pas si elle peut avoir un titre, j'ai un doute. Elle a des terres, elle a de la fortune. Je suis étonnée d'ailleurs qu'elle soit héritière, elle. Est-ce que c'est parce qu'elle est adulte? Est-ce peut-être, hein? Et j'avais entendu parler, je vous mettrai, tiens, euh, je vous mettrai en lien une photo, une vidéo de Nora Mignon, je crois que c'est ça son nom. C'est celle qui fait aussi Passé sanglant sur des affaires plus ou moins criminelles historiques. Elle a fait une vidéo sur la chronique des Bridgerton, la série télé, en disant qu'en gros, c'était pas historique que ça. Que, en gros, au niveau des relations sociales entre les gens de la même société, quoi, de la bonne société, ou dans la saison 4, où on commence à voir un peu les petits gens, les serviteurs et tout ça, que c'était plutôt proche de la réalité. Et du coup, je trouve, je vais vous la mettre en lien si vous avez envie de jeter un œil. Parce qu'en fait, ça se rapproche un peu des vidéos que j'avais envie de faire à ce sujet-là. Donc c'est rigolo. Les grands esprits se rencontrent. Mais je pense que enfin, c'est une série télé qui fait pas mal réagir. Mais bref. À mon avis, ça va pas passer comme une lettre à la poste. Et le fait que Louis, il est foutu tonton dehors, là, oh la vache. Il aurait pu être un peu plus pédagogue. Et au lieu d'aller directement dans le conflit, parce que bah, le pauvre monsieur, il est quand même en train de se dire, ma, ma nièce, là, dont je dois m'occuper, et qui a une fortune et tout ça, elle va épouser un domestique. Donc oui, effectivement, shocking. Et je pense que Louis, il aurait pu être un poil plus mesuré comme il l'est d'habitude, pour pas partir immédiatement en conflit avec... c'est sa famille en fait. C'est la famille de Shirley. Donc ça sera sa famille aussi, ce monsieur-là. Euh, je sais pas par contre comment Henri va prendre la chose. Parce que Henri, il était amoureux de Shirley quand même. Même si il a un côté un peu enfantin, je pense qu'il est très cocooné, comme il est malade. Euh, J'ai hâte de voir aussi ce que vont en apprendre, enfin comment vont réagir Caroline, qui l'a révélé à Robert, et Robert. Comment ils vont réagir? Est-ce que du coup, on va finir sur une fin un petit peu magique où, bon bah Shirley, elle va filer de la thune à Robert et ça va sauver son entreprise? Ou est-ce que Caroline, qui a une petite dot, je pense qu'elle a un petit quelque chose, mais pas grand-chose. Mais Monsieur Elstone, il a quand même la rectorerie, donc je pense qu'il peut lui filer un petit billet à Caroline. Mais est-ce qu'ils vont partir, eux, dans la domesticité, quelque part? Parce qu'elle, elle était prête à être gouvernante. Parce que... Ou est-ce que... Si Robert est fini par... si l'entreprise a fini par planter, Robert va travailler, mais peut-être que Caroline, en fait, même si euh, elle est dans le fond du panier, en gros, de la haute société, c'est vraiment la Little Gentry, hein, pour moi, un petit peu comme dans les bouquins de Jane Austen. Je suis pas une spécialiste, hein, mais peut-être que si Robert, il va finir par travailler, elle, non. Je pense qu'elle le ferait, parce qu'elle a l'air quand même assez raisonnable. Mais ouais, c'est un peu chaud en fait. Donc on verra.
Il reste en fait une dizaine de pages. Je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être extrêmement longue et à tout de suite pour la suite, le chapitre 12 de ce très long bouquin. Et donc quand j'aurai fini de lire le chapitre 12 et dans le prochain vlog lecture, je vous ferai un gros récap sur ce que j'ai pensé de manière générale du livre, tout simplement. Et je pense que je ferai des posts Instagram à ce sujet-là. J'aimerais bien en fait faire des petits posts Instagram sur les romans ou les contes ou autre chose que j'ai lu de manière plus générale, mais en disant... Parce que je trouve qu'il y a des trucs à prendre en fait dans ce livre-là. Il est long, certes, il y a beaucoup de digressions, je trouve. Peut-être que tout ce qui était correction, travail éditorial à l'époque ne se faisait pas de la même manière qu'aujourd'hui. Moi, j'aurais taillé dans le gras, honnêtement. Mais il n'est pas inintéressant. Il n'est pas si roman social que ça, soyons honnêtes. Mais moi, je l'ai trouvé intéressant. Mais il est long, c'est clair. Allez, à tout de suite. Bonjour et bienvenue dans la dernière partie de ce dernier vlog lecture sur Shirley de Charlotte Brontë. Donc je vous présente Basile qui est le responsable de votre ASMR ronron et je vous présente la pile de linge qui varie de taille et de forme suivant l'année. On a passé quand même un sacré bout de temps sur ce livre, je suis vraiment contente de le finir parce que vraiment à la fin je trouvais que c'était très long. Si le chapitre d'avant m'avait vraiment plu entre Louis et Shirley, celui-là on est sur quelque chose de plus doux et en fait je me souvenais plus si Robert et Caroline s'étaient déclarés ou pas. Parce que Caroline en fait faut un peu lui tirer les verres du nez quelque part. Et bon, je suis contente qu'il y ait un peu une happy end à tout le monde, etc. Le passage sur les vicaires, honnêtement, je pense que tout le monde s'en foutait un petit peu. Et je vois pas trop l'intérêt de raconter leur histoire, en fait. Je pense que déjà, si on avait viré un petit peu les histoires sur les vicaires, ils sont pas essentiels... ils sont pas essentiels à l'histoire du tout. À part apporter des éléments de contexte, à savoir la place de la religion dans l'organisation sociale de l'époque. J'ai pas trop kiffé le dernier chapitre parce que je trouvais qu'il y avait encore des longueurs. J'ai eu un doute quand Caroline elle était sur son espèce d'estrade là. Enfin, je vois ça comme un espèce de... Pas une estrade, comment on appelle ça? Enfin, quand elle était grimpée sur le truc où il y avait potentiellement une croix avant, je me suis dit au début, ça va... il y a peut-être moyen que ce soit Robert. Après, elle a dit non, donc elle a cru que c'était sa mère, qui l'empêchait peut-être de chuter. Je trouve que... Est-ce que ça serait pas même un peu osé pour l'époque? Ça a été publié 1847, je crois, par là. Non, 49, c'est quand elle a perdu... je vous avais dit dans le vlog lecture précédent, c'est qu'elle a perdu... Je crois qu'elle a perdu son frère et ses deux sœurs la même année. Et bref, elle avait peut-être besoin d'écrire un truc super doudou, hein. Parce que mine de rien, même si je pense qu'il y a des auteurs qui n'ont pas forcément envie de parler de leur vécu, ce qu'ils vivent va forcément impacter ce qu'ils écrivent, la manière dont ils vont l'écrire. Donc peut-être que là où vous voyez Jane Austen, je crois que c'était son premier livre, il me semble. Jane Austen, il y avait quelque chose de plus rugueux, plus dur. Parce que il y avait des violences physiques. Bon là il y a une espèce d'aventure et puis il y a le Robert qui se fait tirer dessus, etc. Mais dans Jane Austen, dans Jane Eyre, pardon, je crois que j'ai dit plusieurs fois Jane Austen, dans Jane Eyre, la gamine elle se fait taper en fait. La gamine en fait elle est recueillie par son oncle qui vient à mourir. Sa tante du coup, donc qui n'est pas sa tante biologique, c'est la femme de son oncle. Elle se retrouve à s'en occuper, sauf qu'elle en veut pas.
C'est hyper conflictuel entre la tante et Jane, même si Jane n'a que 10-12 ans, un truc comme ça. Donc c'est Jane qui décide qui se décide en fait à aller dans un espèce de pensionnat de jeunes filles, quoi, pour apprendre. Et sauf qu'elle finit dans un truc qui est atroce, où elles ont à peine de quoi bouffer, elles ont pas de chauffage, elles tombent toutes malades, elles se font maltraiter. J'ai le souvenir d'une une gamine qui apparemment avait des jolis cheveux roux, qui a été obligée de les couper parce que oh mon dieu, les cheveux, des beaux cheveux, c'est trop, c'est tenter le diable et compagnie. Et Jane, elle a du caractère. Caroline, elle a récupéré un petit peu de caractère au contact de Shirley. Mais Caroline, en fait, tu aurais pas eu Shirley, mais elle se faisait bouffer encore par son oncle et compagnie. Je pense que Caroline n'y aurait pas eu Shirley, et ben elle serait peut-être morte. Parce qu'elle aurait sans doute pas survécu. Parce que s'il n'y avait pas eu Shirley, il n'y aurait pas eu Madame Prior, il n'y aurait pas eu sa mère. Et peut-être que Robert l'aurait épousée plus tôt, ou peut-être qu'il aurait cherché une jeune héritière plus loin. Mais enfin, c'est. Ouais, je pense que sans Shirley, Caroline, c'était un peu chaud patate, quoi. J'ai trouvé ça intéressant. Euh, c'est lent. Je pense que c'est lent et c'est assumé. Mais il y a un côté divertissant quand même. Et elle a raccroché un petit peu avec les wagons aussi sur le côté où justement bah, les guerres napoléoniennes prennent fin, du coup l'économie repart et compagnie. Il y a la possibilité des colonies. On voit donc que il y a. Alors pour les colonies, ils n'ont pas précisé, je crois. Ils n'ont pas précisé que des gens y étaient envoyés parce que en substitution de la prison. Mais on voit bien qu'il y avait deux types d'émigrants qui étaient à la fois ceux qui essayaient d'y aller pour faire fortune, mais aussi ceux que la société ne voulait plus. Donc c'était les criminels, quoi, grosso modo. Les criminels, les prostituées, les pauvres et tout ça qui avaient piqué un quignon de pain et qui se retrouvaient à aller casser des cailloux au Canada pour construire des villes. Je grossis le trait, mais ça pouvait être le Canada, ça pouvait être la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. Donc c'était quand même pas le petit voyage, hein. Et je trouvais ça intéressant. J'ai peut-être un peu manqué de la relation entre Robert et son frère. Et je trouve aussi qu'à un moment, Hortense, elle est passée complètement dans le fond de la pièce, entre guillemets, on la voyait à peine. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que elle était. Son côté très rigide, en fait, elle était quand même assez intéressante parce qu'elle était assez antagoniste, en fait. Hortense, la sœur aînée de Robert et Louis. Et en fait, on n'avait pas non plus que ça de relation entre Hortense et Louis. Peut-être que ça. Moi, ça m'a peut-être manqué un petit peu. J'ai pas le souvenir d'avoir des relations entre Shirley et Hortense. Pourtant, Shirley et Hortense, pas du tout le même caractère fort. Donc, autant je pense que Hortense, elle va être contente du mariage de Robert et de Caroline, parce qu'elle aime bien Caroline, même si Caroline n'est pas parfaite, tatati tatata, et parce qu'il faut faire les choses comme ci et pas comme ça. Mais Hortense avec Shirley, à mon avis, ça passe pas trop. Euh, Madame Prior, je pense que, donc la maman de Caroline, je pense qu'elle est très méfiante envers les hommes, mais elle se rend compte quand même que, je pense que Robert et Louis, en fait, sont des gens en qui elle va avoir confiance parce qu'ils sont dignes de confiance, que c'est des hommes bons. Mais je la vois bien à essayer de cocooner, à essayer de surveiller en fait que sa fille soit heureuse et que sa fille ne subisse pas les mêmes choses qu'elle-même a subies. Et je trouvais ça intéressant justement le côté, bah, je reste près de ma fille, mais j'aurai mon appartement et j'aurai ma servante. Et c'est moi qui les paye. C'était ça un peu, hein. Je suis plus dépendante en fait. C'est que c'est bon, j'ai été dépendante, j'ai mangé, maintenant c'est fini. Donc, quelque part, petite survivante, hein. York et Elstone ont soit conduit Caroline ou Shirley
à l'hôtel, ou soit animer, je sais pas comment on dit, la cérémonie de mariage. Donc ça, ok. Ils ont fait office de père qui n'existait plus parce que les deux sont presque orphelines parce que maman, la mère de Caroline a quand même été abandonnée, enfin, l'a quand même abandonnée de nombreuses années. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je comprends la présence de Henry. Henry Simpson, c'est le cousin de Shirley. Je comprends moins la présence de Martin. Parce que c'est Martin York. Martin York. Et York, c'est pas le cousin. J'ai du mal. Je crois que j'ai pas tout bien compris en fait. J'ai pas bien compris qui était York par rapport, au niveau de la famille par rapport à eux. Je me souviens que York et Elstone sont tombés amoureux de la même femme, que Elstone a fini par épouser, mais que en fait York York accuse entre guillemets Elstone d'avoir laissé mourir en fait sa femme parce qu'elle était malheureuse, enfin quelque chose comme ça. Tu me l'avais rappelé, Céline, ça je m'en souviens. J'ai pas répondu encore. Mais ouais, je suis un petit peu perdue, comme il y a pas mal de personnages, je suis un peu perdue. Et je crois que j'avais commencé à faire des... Je faisais ça de temps en temps, chez les Austen notamment. Quand il y avait plein de personnages, je reprécisais qui était qui et leur relation entre eux. Et je l'ai pas fait ce coup-ci, et j'aurais peut-être dû. Mais au final, je sais pas trop parce que les vicaires, au final, on s'en fout. Ils sont pas très importants. Le gars qui avait tendance à picoler et qui a tiré sur Robert, je crois bien qu'il était tout au début du livre, tout au début, et on a dû le voir 2-3 fois. Mais en gros, le gars, il a quoi? Il a 3 pages d'existence dans le roman, donc ça sert à rien de le nommer à la limite, enfin de rappeler qui c'est. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que ça c'est long, parce que c'est long. Euh, Comme je vous l'ai dit, je sais plus en fait, je ne sais pas s'il va y avoir une vidéo mercredi ou si je fais la pause tout de suite à la diffusion de celui-là. Je vous le mettrai en barre d'informations si je fais une pause tout de suite ou pas. Parce que comme je tourne un petit peu en avance, je tourne avec une quinzaine de jours d'avance là, un peu plus même, je sais pas trop où j'en suis. Donc, peut-être dans 15 jours, 3 semaines, parce que je vais faire une pause. Peut-être à mercredi, vous verrez, surprise. Je vais juste faire une pause parce qu'au final, à part un mercredi ou deux que j'ai sauté parce que j'étais à la bourre ou des trucs comme ça, c'était quand même assez intense depuis le mois d'octobre, donc je vais faire une pause, ça me fera du bien. Parce que il paraît qu'il faut que je lance mon activité professionnelle de manière un peu plus sérieuse. Mon site, il est quasiment prêt. Ah ben peut-être que je vais pouvoir justement que la première vidéo du mercredi qui va sortir sera je suis lectrice correctrice et j'ai créé mon entreprise et vous pouvez me trouver là. Enfin vous pouvez me trouver là aussi. J'ai quelqu'un qui m'a contacté par ce biais-là. Faudra que je le rappelle d'ailleurs. Donc voilà, je vous souhaite un très bon dimanche. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Normalement, ça a dû être déjà diffusé une vidéo où je vous demandais de m'aider à faire en fait un espèce de planning de lecture de romans et de contes. Donc n'hésitez pas à me donner encore quelques réponses, il n'y a pas de souci. Je pensais d'ailleurs je vais vous mettre en barre d'informations, à Gösta Berling de Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf, c'est l'autrice du Voyage merveilleux de Nils Holgersson à travers la Suède, qui est vraiment top. Et Gösta Berling, ça se passe aussi en Suède, dans la région où Selma Lagerlöf est née, a vécu et est décédée. Et vraiment, la région où elle a passé le plus de temps. Et je crois que c'est ce qui l'a rendue très célèbre. Je crois que c'est le prix Nobel, en fait, de littérature, il me semble bien. Et ça me disait bien, mais ça ferait une bonne lecture d'hiver parce que ça commence en fait en décembre. Donc ça ferait une très bonne lecture, je pense, du mois de décembre.
Je vous mettrai un lien vers un résumé, si ça vous dit. Donc voilà. Très bon dimanche à vous. À tout bientôt. Salut.